Il était minuit lorsque les pleurs de mon fils d'1 an brisèrent le silence. Ma mère venait de gifler ma femme en hurlant. « Dégage d'ici. Retourne chez ta mère et laisse-nous dormir. » Immédiatement, je lui ai mis 2 000 € dans la main et j'ai dit « Dès demain, tu te trouves un appartement. Ne reste pas ici à déranger notre famille. » Cette nuit-là, les pleurs de mon fils résonnaient dans une maison qui semblait sur le point de s'effondrer. Et c'est à ce moment que mon mariage vola en éclats. Il était plus d'1 heure du matin. Le ciel dehors était noir comme de l'encre. L'air était chaud, étouffant. Seul un léger courant d'air s'infiltrait par les fentes de la fenêtre avec un léger sifflement. Dans notre petite chambre, l'air était imprégné d'une odeur d'eau de Cologne pour bébé, de lait tiède et des pleurs incessants d'un enfant. Danny, mon fils qui venait de fêter son premier anniversaire, avait de la fièvre depuis l'après-midi. Il était épuisé et grognon. Chaque fois que nous tentions de le coucher, il se réveillait et se remettait à pleurer à plein poumon. Ma femme, Hélène, le tenait dans ses bras depuis la tombée de la nuit. Ses bras devaient être engourdis de fatigue. Elle arpentait la chambre, le berçant et lui murmurant à l'oreille. « C'est bon, mon trésor. Danny, calme-toi, mon amour. Maman t'aime. » Sa voix était rauque d'épuisement. Ses cheveux tombaient en désordre sur son visage. Le dos de sa robe de chambre était trempé de sueur, et son visage, blanc comme un linge, témoignait de son manque de sommeil. J'étais tout aussi fatiguée. J'avais travaillé toute la journée sur un chantier. Mon corps tout entier me faisait mal. Je n'avais plus une once d'énergie. Mais en entendant mon fils pleurer et en voyant ma femme tituber au milieu de la nuit, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je sautai du lit, pris un biberon sur la table et préparai maladroitement un peu de lait tiède. Après avoir vérifié la température sur le dos de ma main, je le tendis à Hélène. « Viens, laisse-moi faire. Assieds-toi un peu. » Hélène secoua la tête. Sa voix était si faible que j'en eus le cœur serré. « Ce n'est rien, Jean. Il est juste un peu malade. » Je pris Danny de ses bras. Dès qu'il fut contre moi, il se mit à pleurer encore plus fort, le visage tout rouge. Tout en le calmant, je changeai sa couche et essuyai son corps avec une serviette humide. Hélène se pencha pour ramasser les linges sales et les mouchoirs en papier éparpillés sur le sol. Ses yeux se fermaient de sommeil, mais elle se forçait à rester éveillée. La voir ainsi me remplit de tendresse. Quel père ou quelle mère n'a jamais veillé une nuit entière pour ses enfants? C'est tout ce à quoi je pensais. Je n'aurais jamais imaginé que cette nuit, où nous n'avions besoin que d'un mot de réconfort ou d'un peu de compréhension, deviendrait celle qui m'ouvrirait les yeux sur le vrai visage de ma propre famille. Au moment où Hélène se penchait pour ramasser un linge au pied du lit, la porte de la chambre voisine s'ouvrit brusquement. C'était ma mère. Catherine sortit de sa chambre, les cheveux en désordre et le front plissé. Sa voix rude résonna dans le silence nocturne. « Vous n'allez laisser personne dormir dans cette maison ou quoi ?» Son cri strident brisa le calme, effrayant le petit Danny qui se mit à pleurer encore plus fort. Hélène se retourna, surprise, et tout en me redonnant Danny, elle murmura « Pardon, maman. Danny a de la fièvre et… » Mais elle ne put finir sa phrase. Ma mère se jeta sur elle. Je n'ai vu que son bras se lever, et un claquement sec retentit dans la pièce. La gifle fut si violente que la tête d'Hélène tourna brusquement sur le côté. Je restai pétrifiée. Tout sembla se figer pendant quelques secondes. Danny pleurait d'une voix rauque. Hélène, tenant toujours notre fils, se tenait rigide au milieu de la chambre. Une main sur sa joue. Ses yeux étaient écarquillés de stupeur. Je vis sa joue gauche rougir instantanément. Ma mère, loin de se calmer, pointa un doigt accusateur sur elle. « Dégage d'ici et retourne chez ta mère » hurla-t-elle. « Vous ne causez que des problèmes ici. Vous n'avez aucune éducation. » J'étais toujours là, comme si mes pieds étaient cloués au sol. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Une mère, une grand-mère, capable de gifler sa belle-fille qui tenait son petit-fils malade dans les bras, simplement parce que son sommeil avait été dérangé. Hélène se mordit violemment la lèvre. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle n'osa pas répondre, serrant seulement plus fort notre fils, comme si elle craignait qu'en relâchant un peu son étreinte, ils ne s'effondrent tous les deux. Ma mère n'avait pas terminé. Haletante, elle continua à déverser ses insultes. Il pleure toute la journée, il nous dérange. Et elle n'est même pas capable de s'occuper d'un seul enfant. Depuis que tu as mis les pieds dans cette maison, il n'y a pas eu un seul jour de paix. Chaque mot était comme de l'essence jetée sur le feu qui brûlait dans ma poitrine. Mes oreilles bourdonnaient, et j'avais une boule dans la gorge. J'avais souvent essayé de me persuader que ma mère était simplement sévère,
qu'elle avait mauvais caractère et que tout cela passerait. Mais cette gifle anéantit toutes les illusions que je m'étais construites. Je ne discutais pas. Je n'élevais pas la voix à ce moment-là. Je regardais simplement ma femme, sa joue rouge et ses yeux remplis d'humiliation. Puis, silencieusement, je me dirigeai vers l'armoire, ouvris un tiroir et en sortis une liasse de billets que je venais de toucher de ma paie. Je comptais exactement 2000 €, et je sortis. Ma mère jurait encore lorsque je lui mis l'argent dans la main. Elle s'arrêta, me regardant avec des yeux écarquillés. J'entendis ma propre voix, profonde et si froide, qu'elle me parut étrange à moi-même. « Dès demain, tu te trouves un appartement. Ne reste pas ici à déranger notre famille. » Le silence s'abattit sur la maison. Ma mère me regarda avec incrédulité, comme si elle n'était pas sûre que le fils qu'elle avait élevé puisse dire une chose pareille. Sa main qui tenait l'argent tremblait. Hélène aussi s'était tue, les yeux pleins de larmes, mais pas de peur. Probablement parce qu'elle ne s'attendait pas non plus à ce que j'ose aller aussi loin. Ma mère ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais je n'attendis pas. Je m'approchai, pris mon fils des bras d'Hélène, et, de l'autre main, je saisis fermement son poignet. Je la fis entrer dans notre chambre, claquai la porte et la fermai à clé de l'intérieur. De l'extérieur, j'entendais ma mère frapper à la porte et crier des injures, mais à ce moment-là, je ne voulais plus rien entendre. Je couchai mon fils sur le lit et me tournai vers Hélène. Elle s'appuyait encore contre le bord de l'armoire, une main sur sa joue, ses épaules secouées de sanglots. Cette nuit-là, je sus que je n'étais plus le garçon que ma mère pouvait diriger. Je m'assis sur le bord du lit, écoutant les sanglots de mon fils dans les bras de sa mère et les coups sur la porte, qui diminuèrent lentement avant de cesser complètement. Dans cette petite chambre, je vis pour la première fois clairement quelque chose que j'avais refusé d'admettre. Ce qui s'était passé ce soir-là n'était pas sorti de nulle part. Cela n'avait pas commencé avec une gifle ou les pleurs d'un enfant d'1 an, mais bien plus tôt, dès le premier jour où j'avais amené Hélène dans cette maison. J'avais simplement été trop naïf pour croire que si nous vivions bien, ma mère finirait par changer. J'ai rencontré Hélène à une période très normale de ma vie. À l'époque, je n'avais rien d'autre qu'un emploi relativement stable et le rêve simple d'un homme qui voulait fonder une belle famille. Hélène travaillait comme comptable dans une entreprise privée. Elle était mince, la peau claire, parlait d'une voix douce et était toujours très polie. Ce n'était pas le genre de femme qui vous éblouit au premier regard par son esprit ou son charme. Hélène était plutôt comme un verre d'eau tiède. D'abord, elle semblait simple, mais en sa présence, on se rendait compte à quel point elle était agréable, et plus on passait de temps avec elle, plus on l'appréciait. Sa famille était aussi ordinaire. Ses parents étaient des travailleurs honnêtes, sans grande fortune, mais avec des principes. Le premier jour où je suis allée chez eux, son père m'a offert une tasse de thé, et sa mère a préparé un plateau de fruits coupés dans la cuisine. Hélène souriait simplement, assise à côté de moi. L'atmosphère dans leur maison était très paisible, sans ostentation ni formalités excessives, mais on se sentait respecté. Je me souviens avoir pensé en rentrant chez moi. Si j'épouse cette femme, mon foyer sera un havre de paix. Mais ma mère ne le voyait pas ainsi. Dès la première fois que je lui ai parlé d'Hélène, elle m'a bombardé de questions. Que fait sa famille? Ont-ils leur propre maison? Ses parents ont-ils des relations importantes? Je me sentis mal à l'aise, mais j'essayais de balayer cela d'un sourire. Maman, c'est elle que j'épouse. Pas sa famille, dis-je. Ma mère fronça immédiatement les sourcils et déclara sèchement. Juste pour que tu saches, quand on choisit une femme, il faut chercher une famille qui soit digne de toi. Leurs origines, leurs positions, leurs valeurs doivent être claires. Si la famille est à ton niveau, tu ne souffriras pas autant à l'avenir. Se marier avec des gens ordinaires ne fait qu'apporter plus de fardeau. À ce moment-là, je fus très blessée. Mais je continuais à penser que ma mère parlait en l'air, qu'avec le temps, elle comprendrait qui était vraiment Hélène. Quelle naïveté. J'ai continué à fréquenter Hélène. Je l'aimais avec la sincérité de la jeunesse, et j'étais déterminée à l'épouser. Bien que ma mère s'y soit clairement opposée, même le jour de la demande en mariage, elle fit des allusions. Les filles d'aujourd'hui sont très intelligentes. Cette gentillesse n'est qu'une façade. Je sentis mon cœur s'enflammer, mais en voyant Hélène, qui baissait simplement la tête avec un léger sourire, je me dis d'être un peu plus patient. Une fois que nous vivrions sous le même toit, jour après jour, ma mère finirait bien par comprendre. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple mais chaleureuse. Après le mariage, j'ai suggéré à Hélène de vivre quelque temps avec ma mère. D'une part, la maison était assez grande, et d'autre part, en tant que fils unique, je pensais qu'il était naturel de vivre près d'elle pour m'occuper d'elle. Hélène ne s'y est pas opposée,
disant simplement avec sincérité: « Comme tu le sens, j'essaierai de m'adapter. » En y repensant, je réalise que ce fut probablement la première mauvaise décision de notre mariage. Et le coupable, c'était moi. Les premiers jours, ma mère ne fit aucune scène. Elle souriait et parlait normalement devant les autres. Elle appelait Hélène ma fille et disait aux voisins qu'une nouvelle personne dans la maison mettait de l'ambiance. Mais dès que la porte se fermait, son ton changeait. Au premier repas préparé par Hélène, ma mère goûta une cuillère de soupe et reposa son bol. Elle fit claquer sa langue. Quel genre de belle fille est-ce là? Elle ne sait même pas cuisiner. La soupe est fade. Le ragoût a une odeur bizarre. Ta mère ne t'a donc rien appris? Hélène rougit. Elle s'excusa maladroitement et se leva en silence pour réchauffer le plat. J'avais pitié d'elle, mais à ce moment-là, je dis avec un sourire forcé: « Maman, Hélène s'habitue peu, être encore. Ne le prends pas à cœur. » Et ainsi, jour après jour, Hélène s'efforçait de plaire à ma mère. Elle se levait presque 1 heure avant moi pour préparer le petit déjeuner, faire le thé, balayer la cour et laver nos 3 linges. En rentrant du travail, encore imprégnée de l'odeur de la rue, elle allait directement à la cuisine. Souvent, lorsque je rentrais tard, je la trouvais encore près de l'évier. Ses mains étaient rouges à cause de l'eau froide. J'avais mal au cœur de la voir ainsi, et je lui demandais pourquoi elle ne laissait pas ça pour le lendemain. Elle souriait simplement. Maman n'aime pas qu'il reste de la vaisselle sale pour la nuit. La nourriture à la maison commença à montrer un certain déséquilibre, que j'essayais d'ignorer. Ma mère me donnait toujours le meilleur morceau de poulet rôti, disant qu'un homme qui travaille dur a besoin de beaucoup d'énergie. Pendant ce temps, même en mangeant, on demandait à Hélène d'apporter les cornichons, de resservir de la soupe ou de réchauffer un plat. Un jour, juste après avoir mis un morceau de ragoût dans l'assiette de ma femme, ma mère commenta, mi-sérieuse, mi-plaisante: « Son travail n'est pas si difficile pour qu'elle ait besoin de manger autant. » J'étais agacée, mais je me suis retenue pour ne pas faire de scène à table. Une fois, Hélène eut de la fièvre. Elle était très faible, le visage pâle. Mais ma mère lui ordonna de repasser la serpillière, car un visiteur était venu ce matin-là et un seul sale donnait une mauvaise image. Quand je suis entrée, je l'ai vu tenir le balai en titubant. Je me suis mise en colère et je lui ai dit d'arrêter, que je le ferais. Mais Hélène sourit. Un sourire si fragile qu'il semblait sur le point de se briser. « Ce n'est rien. Chérie, je peux le faire. » Cette phrase évita une dispute ce jour-là, mais elle a aussi attendri mon cœur, et j'ai de nouveau choisi la résignation. J'ai souvent ressenti l'injustice. J'ai souvent eu la gorge nouée. Je savais qu'Hélène était critiquée, sous pression, et forcée à faire plus qu'elle ne le devait. Mais je me consolais toujours en me disant que ma mère était seulement stricte, pas méchante, et que le temps arrangerait tout. Je croyais qu'en me taisant, je maintenais la paix dans la maison. Je ne savais pas que c'était mon silence qui nourrissait secrètement tout le ressentiment et l'humiliation, jusqu'à ce qu'un jour, cela explose sous la forme d'une gifle au milieu de la nuit. Je ne savais pas encore que c'était mon silence qui avait laissé les choses en arriver là. À partir de ce jour, je me suis dit que je devais être plus attentif, que je devais servir de médiateur plus sagement, pour que ma femme ne se sente pas si seule, pour que ma mère ne soit pas si dure, pour qu'il y ait la paix dans cette maison. Mais la vie n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Il y a des choses qui, plus on essaye de les réprimer, plus elles grandissent dans l'ombre. Et le véritable tournant est arrivé quand Hélène a donné naissance à notre fils. Le jour où j'ai appris que ma femme attendait un garçon, j'étais très heureux. Ma mère aussi semblait très contente. Elle l'a raconté à toute la famille avec un large sourire. Elle n'arrêtait pas de répéter que cette famille avait de la chance et que les ancêtres nous avaient bénis. En la voyant si heureuse, j'ai cru que tout allait changer. J'ai pensé qu'avec l'arrivée d'un petit-fils dans la maison, ma mère deviendrait être plus gentille, qu'elle cesserait de critiquer Hélène. Après tout, qui oserait continuer à maltraiter la femme qui venait de donner un héritier à la famille? Mais je me trompais. Ma mère, non seulement ne s'est pas adoucie, mais elle est devenue bien plus difficile qu'avant. Elle a commencé à critiquer Hélène pour les choses les plus insignifiantes, d'une manière si cruelle que j'en avais parfois des frissons. Hélène venait d'accoucher, son corps était faible, bouger lui faisait mal, et la nuit, elle devait se lever pour allaiter, changer les couches et calmer le bébé. Malgré tout cela, ma mère disait: « Elle vient juste d'accoucher d'un seul enfant et elle reste déjà toute la journée au lit comme une reine. » Moi, 3 jours après l'accouchement, je portais déjà de l'eau et je cuisinais. Au début, je pensais que c'était la comparaison typique des personnes âgées. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas une once de compassion dans ces paroles. Ma mère considérait l'accouchement d'Hélène comme un devoir naturel. Une fois accompli,
Elle devait immédiatement reprendre son rôle de belle-fille, d'épouse et de servante. Chaque fois que le bébé pleurait, elle fronçait les sourcils. Chaque fois qu'elle voyait Hélène s'asseoir un instant pour se reposer, elle claquait la langue d'un air réprobateur. Certaines nuits, le petit Danny était très agité. Les nouveau-nés ont parfois des coliques, ils ont peur, ou ils pleurent simplement sans arrêt s'ils ont un peu chaud. Pendant que ma femme et moi le bercions dans la chambre, nous parvenions à peine à le calmer. Nous entendions ma mère frapper à la porte. « Vous n'êtes pas capable de calmer un enfant ? Quelle honte! Tout le quartier va se moquer de nous. » Sa voix stridente résonnait dans la nuit, effrayant encore plus le bébé et le faisant pleurer plus fort. Hélène s'excusait toujours immédiatement. « Pardon, maman !» J'essaie de le calmer. On dirait qu'il a mal au ventre. Mais ses explications ne la satisfaisaient jamais. Ma mère se contentait de renifler et de retourner dans sa chambre, laissant une atmosphère lourde dans notre petite pièce. Certaines nuits, après avoir réussi à endormir notre fils, je me retournais et voyais les yeux rouges d'Hélène. Mais si je lui demandais, elle secouait la tête et disait « Rien, je suis juste fatiguée de ne pas dormir. » Je me souviens d'un rare moment où ma mère a pris son petit-fils dans ses bras. Ce jour-là, j'étais rentrée du travail plus tôt. En garant ma moto dans la cour, j'ai entendu ma mère chuchoter au bébé à l'intérieur. Sa voix n'était pas forte, mais je l'ai entendue distinctement. Pourquoi le petit-fils de mamie pleure-t-il autant ? C'est sûrement parce que sa mère ne prend pas bien soin de lui. Je me suis figée sur le seuil. Une phrase en apparence innocente, mais tranchante comme un couteau. Elle ne critiquait pas seulement son petit-fils, elle pointait directement Hélène du doigt. Elle était dans la cuisine en train de chauffer un biberon, le dos tourné à ma mère. Je ne sais pas si elle l'a entendu, mais ce soir-là, au dîner, elle a à peine touché à son repas, disant qu'elle n'avait plus faim. En voyant son visage de plus en plus creusé de jour en jour, avec des cernes sombres sous les yeux, et sa silhouette autrefois élancée maintenant flétrie, j'avais le cœur brisé. Après un accouchement, une femme est déjà vulnérable physiquement et émotionnellement, mais au lieu de recevoir du soutien et des encouragements, Hélène vivait au milieu des critiques, des regards désapprobateurs et des reproches invisibles. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer qu'Hélène pleurait souvent seule. Pas des sanglots bruyants, mais ces larmes silencieuses si caractéristiques des femmes qui souffrent en silence. Une nuit, je me suis réveillée car notre fils avait bougé. En me retournant, j'ai vu Hélène assise, tournée vers le mur, les épaules secouées de tremblement. Je lui ai demandé doucement ce qui n'allait pas. Elle a sursauté, a rapidement essuyé ses larmes et a forcé un sourire. « Rien, chérie. Je suis juste très fatiguée. » Plus j'entendais cela, plus ma poitrine se serrait, mais je ne savais pas par où commencer pour changer les choses. Puis, un jour, j'ai surpris une phrase de ma mère dont je me souviens encore aujourd'hui. Cet après-midi-là, j'étais rentrée du travail plus tôt que d'habitude. En entrant dans la cour, j'ai entendu ma mère parler au téléphone sur la terrasse arrière. Elle parlait doucement, mais distinctement. Si elle n'en peut plus, qu'elle s'en aille. On n'a pas besoin d'elle dans cette maison. Je me suis arrêtée net. Cette phrase a glacé le sang dans mes veines. L'image d'Hélène berçant seule notre fils dans la chambre m'est immédiatement apparue. Je me suis souvenue de ses nuits blanches, de ses repas sans appétit. Je suis entrée et j'ai demandé directement « Maman, de qui parles-tu en disant si elle n'en peut plus, qu'elle s'en aille ?» Ma mère a sursauté, mais seulement un instant. Puis elle m'a regardée et a nié. Je parlais de la voisine. « Ne te mêle pas de ça. » Sa réponse, si rapide et si ferme, ne m'a pas rassurée. Au contraire, elle m'a fait réaliser que j'avais touché un sujet qui n'était plus un simple désagrément passager, mais une idée qui germait dans sa tête depuis longtemps. Et ce n'était pas tout. Ma mère a commencé à s'immiscer dans les affaires financières de la maison. Bien que je travaillais et ramenais le salaire chaque mois, elle trouvait toujours un moyen de contrôler les dépenses. Si la facture d'électricité était un peu plus élevée, elle posait des questions. Si les dépenses pour les courses étaient plus importantes que le mois précédent, elle se plaignait. Si Hélène achetait quelque chose pour le bébé, que ce soit des couches, des lingettes humides ou des vitamines, ma mère examinait tout. Une fois, le petit Danny vomissait souvent et était très maigre. Une connaissance a recommandé à Hélène un lait en poudre de meilleure qualité, un peu plus cher mais adapté aux bébés sensibles. Elle a donc osé en acheter une boîte pour essayer. Ce jour-là, ma mère a vu la boîte de lait sur la table. Elle l'a prise, a regardé le prix, et son visage s'est immédiatement assombri. « Mon Dieu, qu'est-ce que cet enfant boit pour que ce soit si cher? Vous jetez l'argent par les fenêtres. Combien gagnes-tu pour pouvoir gaspiller comme ça ?» Hélène se tenait à côté, notre fils dans les bras, le visage pâle.
Elle a essayé d'expliquer doucement que ce lait était meilleur pour le petit, mais ma mère n'a rien voulu entendre. Elle a jeté la boîte de lait sur la table, comme si Hélène avait commis un crime. J'ai tout vu. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine. Je voyais clairement le problème. Je voyais Hélène de plus en plus fatiguée. Et ma mère, je ne la voyais plus seulement comme une personne difficile, comme je me le disais pour me rassurer, mais comme quelque chose de plus. Mais même alors, je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je me suis contentée de consoler ma femme en silence. Je lui donnais secrètement plus d'argent et j'essayais de laisser passer les jours. Je voyais le problème, mais je préférais détourner le regard. Mais plus je fermais les yeux, plus je réalisais que les choses ne se calmaient pas comme je l'espérais. Mon silence semblait encourager ma mère, tandis qu'Hélène se refermait de plus en plus sur elle-même. Les conflits à la maison ne se limitaient plus à des critiques à huis clos. Ils ont commencé à éclater devant des étrangers, la famille, et même des gens qui n'avaient rien à voir. Et c'est là que j'ai vu encore plus clairement comment ma mère essayait de coincer ma femme, de la faire se sentir comme une étrangère dans sa propre maison. Je me souviens très bien d'une fête de famille pour l'anniversaire d'un parent du côté de mon père. Ce jour-là, plusieurs oncles et cousins sont venus pour le déjeuner. Alors Hélène était occupée dès l'aube, au marché, à cuisiner et à mettre la table. D'une main, elle berçait l'enfant, de l'autre, elle coupait des légumes, panait du poulet, faisait frire du poisson, courant dans tous les sens, le dos trempé. Quand je suis rentrée du travail, en entrant dans la cour, je l'ai vue se débattre pour placer quelques chaises en plastique supplémentaires, les cheveux en désordre et des cernes profonds sous les yeux. La nuit précédente, notre fils avait été agité. Je n'ai même pas eu le temps de la plaindre que j'ai entendu la voix de ma mère de l'intérieur. Ma belle-fille est une entretenue. Elle ne fait que rester à la maison, s'occuper de l'enfant et cuisiner, mais elle a toujours l'air fatiguée. Un silence gêné s'est installé à table. Certains ont fait comme s'ils n'avaient pas entendu, d'autres ont changé de sujet, mais cette phrase était comme une gifle invisible sur le visage d'Hélène. Je me suis tournée pour la regarder. Elle servait la soupe. Sa main s'est arrêtée un instant, puis a continué, comme si de rien n'était. Mais j'ai clairement vu ses doigts trembler, juste assez pour me serrer le cœur. Je me suis assis à table, et avant même de prendre ma cuillère, ma mère a continué. Mi-sérieuse, mi-plaisante. Elle n'est bonne qu'à faire des enfants. Heureusement que c'est un garçon qui est né, sinon ce serait pire pour moi. Quelqu'un a ri nerveusement, d'autres lui ont dit d'arrêter de plaisanter et de manger. Mais cette phrase ne pouvait pas être prise à la légère. C'était une insulte. Elle réduisait à néant tous les efforts d'Hélène, sa patience, ses nuits blanches et ses repas pris à la hâte, la laissant avec la simple fonction brute de la procréation. J'ai posé brusquement mes couverts sur la table et, pour la première fois, j'ai parlé devant toute la famille. « Maman, ne sois pas comme ça. » Un silence complet s'est fait. Ma mère s'est tournée brusquement vers moi. Ses yeux lançaient des éclairs. « Quoi? Maintenant tu commences à défendre ta femme ?» J'ai essayé de rester calme. Je ne défends personne, mais Hélène n'est pas une entretenue. Elle travaille toute la journée, et tout le monde le voit. Ma mère a ri amèrement. Bien sûr, haha. Faire les tâches ménagères d'une femme toute la journée, c'est déjà considéré comme un exploit. C'est toi qui travailles dehors pour nourrir toute la famille. Si elle n'est pas une entretenue, alors qu'est-ce qu'elle est? À partir de ce jour, l'ambiance à la maison a complètement changé. Les repas n'étaient plus des moments conviviaux, mais une épreuve pour s'asseoir ensemble à table. Ma mère ne criait pas tous les jours, mais son silence, la façon dont elle toisait Hélène, ses soupirs intentionnels chaque fois que sa belle-fille s'asseyait pour manger, tout cela créait une atmosphère étouffante. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé la table mise, mais personne ne parlait. Seul le son sec des couverts contre les assiettes se faisait entendre. Un son froid. Hélène parlait de moins en moins. Avant, même si elle était fatiguée, elle demandait toujours « Comment s'est passée ta journée au travail? Tu es fatiguée? Tu veux encore du riz ?» Mais à cette époque, elle se contentait de servir le repas en silence et de manger la tête baissée. En voyant cela, ma mère s'enhardit encore plus, faisant souvent des allusions. « Regardez-moi ça, une tête d'enterrement. Quelqu'un te doit quelque chose dans cette maison pour que tu fasses cette tête ?» J'étais furieux en entendant cela, mais dès que je fronçais les sourcils, elle me lançait un regard de défi, comme si elle attendait de voir ce que j'oserais dire. Et il y a eu un petit incident dont je me souviens encore. Ce jour-là, Hélène préparait le bain pour l'enfant dans la cuisine. Être parce que ses bras étaient fatigués, elle a accidentellement heurté une bassine en métal. L'eau chaude s'est renversée sur le sol. C'était une chose normale.
Ça aurait pu arriver à n'importe qui s'occupant d'un jeune enfant. Mais ma mère est entrée juste à ce moment-là. Sans savoir ce qui s'était passé, elle lui a hurlé au visage. « Quelle maladroite! Tu veux brûler mon petit-fils » Hélène se figea, le visage pâle, et se pencha rapidement pour nettoyer. J'étais sur le seuil de la cuisine, et je n'ai plus pu me retenir. « Maman, ça suffit !» Elle ne l'a pas fait exprès. Ma mère s'est retournée brusquement, d'une voix stridente. « Tiens, maintenant tu oses tenir tête à ta mère pour cette femme. Je t'ai élevée pendant des années, je t'ai éduquée, je t'ai donné un toit, et maintenant tu te retournes contre moi pour elle. » Ce chantage affectif, utilisant toujours le mot « mérite », me laissait sans voix. Chaque mot que je voulais dire restait coincé dans ma gorge. C'est ce qui m'a le plus tourmentée pendant tout ce temps. D'un côté, ma mère, qui m'avait élevée seule après la mort de mon père. De l'autre, ma femme, qui vivait chaque jour humiliée et en silence à cause de moi. Chaque fois que j'essayais de défendre Hélène, j'entendais ma mère me rappeler tout ce qu'elle avait fait pour moi. Chaque fois que je voulais céder à ma mère, je voyais les yeux éteints de ma femme. J'étais prise au milieu, et plus j'étais pris au milieu, plus je faisais du mal à toutes les deux. Une nuit, alors que notre fils dormait déjà, Hélène resta assise un long moment sur le bord du lit avant de parler d'une voix si douce, comme si elle craignait que quelqu'un l'entende. « Et si on déménageait, chérie ?» Je me suis retournée pour la regarder. Son visage semblait plus creusé, ses yeux enfoncés, mais il n'y avait aucun reproche dans sa voix, seulement de la fatigue. J'ai compris que cette phrase n'était pas un coup de tête, mais quelque chose qu'elle gardait en elle depuis longtemps. Cependant, au lieu d'acquiescer immédiatement, je suis resté silencieux. J'avais peur de ma mère, de ses scandales, des critiques de la famille, de l'étiquette du fils qui abandonne sa mère pour sa femme. Cette peur m'a fait hésiter, et cette hésitation a été comme un nouveau coup de poignard pour Hélène. Pour aggraver les choses, ma mère a commencé à répéter une phrase, comme pour nous la marteler dans la tête. « Cette maison est à moi. » Elle le disait quand elle était en colère, quand elle était agacée, même quand personne ne lui demandait « Vous pouvez vivre ici. D'accord. Si ça ne vous plaît pas, alors partez, mais n'oubliez pas, cette maison est à moi. » J'ai réalisé qu'elle gardait l'acte de propriété de la maison très soigneusement dans son armoire, ne laissant personne y toucher. Avant, je n'y avais pas prêté attention, mais avec le temps, la phrase « Cette maison est à moi » ressemblait plus à un avertissement qu'à une simple remarque. La maison, qui aurait dû être un refuge, était devenue une cocotte-minute pour moi. Chaque mot, chaque regard, chaque dîner tendu était comme un petit feu en dessous. Je savais qu'il ne manquait plus qu'un rien pour que tout explose. Je n'imaginais pas que tout attendait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Avec le temps, je sentis que l'atmosphère étouffante de la maison n'était plus quelque chose que quelques mots de réconfort pouvaient arranger. C'était comme une corde tendue, qui attendait le bon moment pour se rompre. Et la nuit où tout est arrivé n'était pas une surprise. C'était le résultat de jours de répression silencieuse, surtout en ces jours où Hélène était complètement épuisée. Quelques jours auparavant, le petit Danny avait eu de la fièvre en continu. Un enfant d'à peine plus d'1 an, qui se réveillait en pleurant au milieu de la nuit, le corps brûlant. Peu après avoir pris son médicament, il redevenait agité. Il y a eu des nuits où ma femme et moi nous relayions pour le bercer presque jusqu'à l'aube, sans qu'il ne se calme. Je ne pouvais pas rester éveillée toute la nuit à cause du travail, mais c'est Hélène qui le tenait dans ses bras presque tout le temps. Assise, adossée à la tête de lit, les yeux vitreux et les cheveux collés par la sueur. Elle alternait entre lui essuyer le corps avec une serviette, préparer le biberon, prendre sa température ou changer sa couche. Je me souviens très bien de cet après-midi. En rentrant du travail, j'ai ouvert doucement la porte de la chambre et j'ai vu Hélène endormie, assise à côté du berceau. Une de ses mains était encore sur le ventre du petit, comme si elle craignait qu'en la retirant, il ne se réveille. Sa tête reposait sur le bord du lit. Son visage creusé me brisait le cœur. Je suis restée sur le seuil, la gorge nouée. En tant qu'homme, voir ma femme dans cet état était très douloureux, mais malgré la douleur, je ne savais toujours pas quoi faire pour changer complètement la situation. J'étais encore assez naïf pour croire qu'en étant un peu plus patient, tout passerait. Cette nuit-là, l'ambiance à la maison était tendue dès le début. Ma mère arpentait le salon, voyant les vêtements non pliés de l'enfant, une bassine d'eau tiède dans un coin de la cuisine, et elle a claqué la langue plusieurs fois d'un air réprobateur. Elle n'a rien dit à voix haute, mais son regard suffisait à rendre n'importe qui nerveux. Quand Hélène est sortie de la chambre avec l'enfant dans les bras pour chercher une serviette propre, ma mère lui a posé une question qui, bien que douce, était blessante. Comment est-ce possible que cette maison soit si en désordre? Hélène s'est arrêtée net, l'enfant dans les bras,
et a répondu d'une voix faible. « Il a de la fièvre. »« Maman !» C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de tout ranger. Je ferai le ménage quand il s'endormira. Ma mère n'a pas répondu tout de suite. Elle l'a toisé froidement. Puis elle a dit « Quel genre de belle fille es-tu? Tu es à la maison toute la journée. Et tu n'es même pas capable de faire ça. » Cette phrase n'était pas nouvelle, mais dans une telle situation, c'était comme une aiguille plantée dans une plaie. Une femme qui vient d'accoucher, qui n'a pas dormi depuis plusieurs nuits, avec un enfant malade dans les bras, et aux yeux de ma mère, elle n'était encore qu'une femme qui est à la maison toute la journée. Hélène n'a pas répondu. Comme d'habitude, elle a baissé la tête et, tout en calmant son fils, elle a essayé de ranger les choses éparpillées sur la table. Je la regardais avec une telle inquiétude que cette fois, je n'ai pas pu rester silencieux comme avant. D'une voix plus sérieuse que d'habitude, j'ai dit « Maman, ça suffit. Hélène s'occupe d'un enfant malade. » Dès que j'ai fini de parler, la pièce a semblé se taire un instant. Ma mère s'est tournée vers moi. Elle n'a pas crié immédiatement. Elle m'a jeté un regard étrange, très froid, comme si elle mémorise chaque mot que je venais de prononcer. Ce silence était le plus effrayant. Elle ne s'est pas disputée, n'a pas évoqué tous ses mérites, n'a pas pleuré comme d'habitude. Elle a juste souri légèrement et s'est retournée pour regagner sa chambre. Cette attitude m'a plus inquiétée que n'importe quel cri, car j'ai compris que ma mère se retenait, et ce qui est réprimé trop longtemps éclate généralement avec une force immense. Cette nuit-là, le petit Danny n'allait pas mieux. Au contraire, sa fièvre a grimpé, sa tête brûlait, son visage était rouge et ses lèvres sèches. Hélène a marché avec lui dans la chambre jusqu'à ce que ses jambes tremblent. Je prenais sa température à tour de rôle, je lui mettais des compresses humides sur le front et je descendais à la cuisine chercher de l'eau. La chambre, petite et étouffante, avec une odeur de paracétamol, d'eau de Cologne pour bébé et de lait renversé, semblait oppressante. Dehors, l'air chaud sans une once de vent rendait l'atmosphère intérieure encore plus insupportable. Hélène était vraiment à bout. Je la voyais bercer l'enfant, ses bras tremblaient. Parfois, elle perdait l'équilibre et devait s'appuyer contre l'armoire pour ne pas tomber. Je me suis approchée pour l'aider, mais elle a secoué la tête et a murmuré « Ce n'est rien, je suis forte », mais j'ai clairement entendu dans sa voix l'épuisement de quelqu'un qui a atteint ses limites. L'enfant ne cessait de pleurer. Ses pleurs étaient comme une perceuse dans ma tête. Soudain, j'ai eu une image très claire. Si ça continuait comme ça, cette maison ne serait plus un foyer. Elle détruirait ma femme, mon fils et moi aussi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la porte de la chambre voisine s'est ouverte. Ma mère est sortie, le visage tendu et les yeux brûlants d'insomnie. Mais ce qui m'a glacée, ce n'était pas son expression, mais la phrase qu'elle a prononcée avant de s'approcher d'Hélène. Elle a dit, les dents serrées, comme si elle crachait les mots. Cette racaille, si on ne lui apprend pas, elle ne saura jamais où est sa place. Je me suis figée. Pas cette belle fille maladroite, mais cette racaille. La façon dont elle a parlé de ma femme à ce moment-là n'était plus une crise de colère, mais un mépris enraciné dans sa façon de penser, dans sa façon de voir quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur, quelqu'un qu'il fallait éduquer, qu'il fallait soumettre pour qu'elle sache où est sa place. Je n'avais jamais vu cela aussi clairement. Tout ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en un clin d'œil, mais cette phrase est restée gravée dans mon esprit, car à ce moment-là j'ai compris que ma mère n'était plus simplement difficile ou capricieuse. C'était un mépris systématique, la façon dont elle avait regardé Hélène depuis le début, attendant l'occasion de le prouver de la manière la plus crue. Au même instant, j'ai décidé que je ne laisserais plus ma femme et mon fils souffrir. Je fermais de nouveau la porte de la chambre et me retournais. Mon dos était encore tendu de colère. La petite pièce sombra dans un silence complet, seulement brisé par les sanglots de Danny et la respiration haletante d'Hélène. Je me tournai pour regarder ma femme et sentis mon cœur se serrer. Sur sa joue gauche, la marque de la gifle était encore clairement visible, rouge et enflée. Les 5 doigts étaient parfaitement dessinés. Les yeux d'Hélène étaient rouges, ses cils humides, mais elle ne criait ni ne pleurait comme on aurait pu s'y attendre. Elle serrait simplement fort son fils. Tout son corps tremblait, comme si en relâchant son étreinte, elle allait s'effondrer. Je me suis approchée et j'ai pris l'enfant de ses bras. Son corps brûlait encore. Ses pleurs étaient rauques et étouffés. Je le couchais sur le lit, mouillais rapidement une serviette et essuyais doucement Hélène. Elle tressaillit, peu, être à cause de la douleur et de la piqûre. J'avais une boule dans la gorge. D'un côté, la marque rouge sur le visage de ma femme, de l'autre, mon fils d'à peine plus d'1 an, malade et pleurant sans arrêt. C'était ma famille, et dans cette maison,
On les traitait comme s'ils ne méritaient pas un instant de paix. Je commençais à préparer l'antipyrétique pour l'enfant. Mes mains étaient occupées, mais ma tête était en plein chaos. Hélène s'assit sur le bord du lit, adossée au mur, les mains tremblant encore. Pour la première fois après tout ce qui s'était passé, je n'ai pas entendu sa phrase habituelle. Je peux le supporter. Et c'est justement parce qu'elle ne l'a pas dite que j'ai ressenti une douleur plus profonde. Une femme habituée à la retenue, jusqu'à ce que, acculée, elle ne puisse que se mordre les lèvres en silence. Si aujourd'hui elle ne pouvait même plus se dire cette phrase de réconfort, c'est parce qu'on l'avait poussée à bout. En donnant le médicament à l'enfant, je me suis retournée pour la regarder. Hélène avait la tête baissée, et un son étouffé sortit de sa gorge. « N'ouvre pas la porte. J'ai très peur ce soir. » Une seule phrase, mais c'était comme si on m'avait planté un couteau dans la poitrine. Peur. Ma propre femme avait prononcé ce mot. Pas tristesse, pas humiliation, mais peur. Cela signifiait que dans cette maison, la femme qui partageait ma vie ne se sentait plus en sécurité. Je suis resté silencieux quelques secondes, sentant un mélange de remords et d'amertume me monter à la tête. Dehors, comme je m'y attendais, ma mère a commencé à frapper à la porte. Les coups résonnaient sur le bois, sec et vif dans la nuit. Sa voix stridente s'éleva sans aucune honte. « Ouvre. Tu oses mettre ta propre mère à la porte pour une femme? Tu n'as pas honte ?» Je serrai les poings. Chaque cri de ma mère effrayait le petit Danny, qui se débattait et se remettait à pleurer plus fort. Hélène le serra immédiatement contre elle, tremblante, tout en essayant de le calmer. Je me suis dirigée vers la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. Je suis restée là, à regarder la porte en bois qui me séparait de ma mère, et j'ai dit d'une voix forte, profonde et glaciale. « Ce soir, retourne dans ta chambre, maman. Demain, nous en discuterons calmement. » Être que moi-même je ne m'attendais pas à être capable de parler sur ce ton, sans crier, sans discuter, mais avec une fermeté telle que quelque chose en moi semblait s'être brisé. Mais ma mère ne voulait pas s'arrêter. Se sentant repoussée, elle est devenue encore plus furieuse. Elle est restée dehors, criant délibérément pour que les voisins des deux côtés l'entendent. Quelle belle fille ingrate! Elle vient juste de faire un enfant et elle se croit déjà autorisée à donner des leçons à sa belle-mère. Quelle malchance j'ai eu d'amener ce fléau dans ma maison. Chaque mot traversait la porte. C'était une humiliation qui me brûlait le visage. Je me suis retournée et j'ai vu Hélène, serrant notre fils, des larmes coulant sur ses joues. Ce n'étaient plus les pleurs de la douleur de la gifle, mais ceux de quelqu'un à qui on a retiré sa dignité devant son mari et son fils, comme un parasite jeté dehors par son hôte. J'ai pris l'enfant des bras d'Hélène, je l'ai couché à côté de l'oreiller, et je me suis assis en face d'elle. Elle avait la tête baissée, les épaules voûtées, semblant si petite et sans défense. Je lui ai pris ses mains froides et, très lentement, mot pour mot, j'ai dit « Demain, si maman continue comme ça, nous déménageons. Cette fois, je ne céderai pas. » Hélène a relevé la tête, les yeux rouges, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Et je savais que ce n'était pas une promesse en l'air pour le moment. Cette fois, j'étais sérieux, car si je cédais encore une fois, comme avant, je ne mériterais plus d'être un mari ou un père. Peu de temps après, les cris à l'extérieur se sont calmés. Un silence lourd s'est abattu sur la maison. Je pensais que ma mère était retournée dans sa chambre. Mais vers minuit, alors que je venais juste de m'endormir, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je me suis redressée doucement. En retenant mon souffle à travers la fente de la porte, j'ai entendu la voix pleurnicharde de ma mère parler au téléphone avec quelqu'un. Il défend sa femme et me met à la porte. Après avoir élevé un fils pendant des années, c'est comme ça qu'il me remercie. Je me suis figée. Il s'est avéré qu'elle n'était pas seulement en colère. Elle construisait déjà sa propre version, préparant une histoire où elle était la victime. Et Hélène et moi, deux enfants sans cœur et cruels. Je me suis recouchée, mais je n'ai pas pu me rendormir. Soudain, l'écran de mon portable s'est allumé. Un nouveau message de ma tante Elisabeth, la sœur de ma mère. Juste quelques mots, mais chargés de poudre. Demain matin, je serai là pour que cette femme apprenne où est sa place. J'ai lu et relu la phrase. Un frisson a parcouru mon dos. À qui pensait-elle en disant « Cette femme » Je le savais parfaitement. Pas à moi, mais à ma femme. Cela signifiait qu'après un appel téléphonique, ma mère avait déjà impliqué des tiers, prête à transformer un problème familial en procès public. J'ai éteint l'écran et je me suis retournée pour regarder Hélène. Elle dormait, serrant notre fils. Il y avait encore des traces de larmes sur son visage. Je suis resté assis dans le noir, écoutant le tic-tac de l'horloge sur le mur et les battements de mon propre cœur.
Je savais que demain ne serait plus une affaire entre quatre murs. Ce serait une véritable bataille. Une bataille dans laquelle, si je cédais encore une fois, ma femme et mon fils seraient piétinés encore et encore. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée là, à regarder ma femme et mon fils blottis dans le lit, et je me suis promis que cette fois, je ne pouvais pas reculer. À peine l'aube pointait-elle que j'ai entendu des voix dans le salon. Je n'avais pratiquement pas dormi de la nuit. Chaque fois que j'étais sur le point de m'endormir, j'étais réveillée en sursaut par un mouvement de l'enfant, la voix de ma mère sur la terrasse, une angoisse qui m'oppressait la poitrine. Quand j'ai entendu des gens parler à voix basse dehors, j'ai su que mes craintes s'étaient réalisées. J'ai doucement écarté le bras d'Hélène qui serrait notre fils, et je me suis levée pour ouvrir la porte. Dès que je l'ai entr'ouverte, j'ai vu ma mère assise au milieu du canapé. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux attachés n'importe comment, et une expression de tristesse parfaitement étudiée, celle de quelqu'un qui a passé une nuit remplie d'amertume. À côté d'elle était assise ma tante Élisabeth, sa sœur, connue pour sa langue acérée. Sur une chaise près de la porte, mon cousin François, un homme costaud et de mauvais caractère, qui aimait imposer sa volonté de sa voix rauque. La maison, de bon matin, avait déjà l'atmosphère froide d'un tribunal. Personne n'a eu besoin de le dire, mais j'ai compris qu'ils n'étaient pas là pour servir de médiateur ou pour consoler. Ils étaient venus pour intimider, ou plus précisément, pour légitimer la version selon laquelle ma mère était la victime, et ma femme et moi, deux ingrats. Au moment où je suis sortie, Hélène, avec l'enfant dans ses bras, s'est arrêtée derrière moi. Son visage était pâle. Elle n'osait pas parler, se contentant de serrer fort le petit Danny, comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Tante Élisabeth m'a vue et m'a pointé du doigt sans ménagement. « Tu as bien fait les choses, toi. Dès que tu te maries, tu mets ta propre mère à la porte. Un homme comme toi, la vie te le fera payer. » Cette première phrase était comme un seau d'eau sale. Avant que je puisse répondre, François s'est avancé, tapant sur sa poitrine. Quel genre de belle-fille est-ce là, qui empêche sa belle-mère de dormir toute la nuit? S'il te reste un peu d'éducation, mets-toi à genoux et demande pardon. Peut-être que ça arrangera les choses. En entendant ces mots, mon sang n'a fait qu'un tour. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est la réaction d'Hélène. J'ai senti son bras, qui serrait l'enfant, trembler. Elle était humiliée, mais elle se mordait la lèvre pour ne pas sangloter. Peut-être que la seule chose à laquelle elle pensait était de ne pas effrayer son fils. Une femme avec un enfant malade dans les bras, à la porte de sa propre chambre, forcée de s'agenouiller comme une criminelle. La seule pensée me laissait un goût amer dans la bouche. Ma mère a commencé sa performance habituelle de lamentation, baissant la tête et disant d'une voix plaintive, comme si elle était l'opprimée. « Je suis vieille, je veux juste dormir tranquillement, mais même ça, on ne me le permet pas. On m'humilie dans ma propre maison. Hier soir, il m'a même donné de l'argent pour que j'aille louer un appartement. Dites-moi, quel fils traite sa mère de cette façon? » En parlant, elle essuyait ses larmes comme si elle traversait une immense souffrance. Tante Élisabeth hochait la tête à côté d'elle, et François me regardait avec une expression comme s'il était prêt à me sauter dessus. Je suis resté silencieux quelques secondes, laissant la pièce se calmer. Tante Élisabeth a cligné des yeux plusieurs fois. Être surprise que j'ose m'exprimer si crûment, mais sa surprise n'a duré qu'un instant. Elle a immédiatement ri avec mépris. Et qu'est-ce que ça change? Elle est ta belle-fille, non? Alors elle doit supporter. Ta mère est une personne âgée. Si elle se met un peu en colère, qu'y a-t-il de mal à ça? Si une belle-fille ne sait pas supporter, à quoi sert-elle? Cette phrase, « elle est ta belle-fille, alors elle doit supporter », a été comme un fer rouge dans ma tête. Il s'est avéré que pour eux, simplement à cause de son statut de belle-fille, l'insulte, les réprimandes et même les coups étaient quelque chose qu'elle devait accepter. J'ai regardé ma tante. Ma voix n'était pas forte, mais ferme. Supporter ne veut pas dire se laisser battre. L'atmosphère est devenue tendue. Peut-être que moi-même je ne reconnaissais pas ma propre voix. Ce n'était plus la voix d'un garçon essayant de calmer la situation, mais celle d'un homme qui se lève pour défendre sa femme et son fils. François s'est levé d'un bond, a fait un pas en avant, le visage hostile. « Comment oses-tu parler comme ça aux aînés? Tu veux que j'attrape ta femme et que je lui apprenne les bonnes manières ?» Dès qu'il a dit ça, j'ai senti Hélène reculer d'un pas. Le petit Danny, effrayé par le cri, s'est réveillé et a commencé à pleurer. Les pleurs du bébé ont brisé la tension, mais curieusement, la première à réagir a été ma mère. Elle a froncé les sourcils et s'est écriée « Assez de scandale dans cette maison ». Je me suis retournée pour voir le visage rouge de mon fils,
Et je n'ai eu qu'une seule pensée. Assez. J'ai fait un pas en avant, me plaçant entre ma famille et eux. Derrière moi, Hélène, la respiration haletante, essayait de calmer l'enfant. J'ai cessé de regarder ma mère, ma tante et mon cousin, et j'ai dit d'une voix grave. À partir de maintenant, les problèmes de cette maison, je les résoudrai moi-même. Merci pour votre sollicitude. Mais maintenant, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Dès que j'ai fini de parler, la pièce s'est tue. Tante Élisabeth a ouvert la bouche, comme pour m'insulter, mais s'est retenue. François m'a fixé, ne s'attendant peu, être pas à ce que j'ose aller aussi loin, et ma mère s'est figée. Elle me regardait comme un étranger, pas avec la colère de la nuit précédente, mais avec le regard de quelqu'un qui réalise que le fils qu'elle croyait sous son contrôle lui a échappé. Je suis restée immobile, écoutant les battements de mon cœur, les pleurs étouffés de mon fils derrière moi, la respiration haletante d'Hélène, et j'ai su qu'à partir de ce moment, il n'y avait plus de retour en arrière. Dès que j'ai fini de parler, l'atmosphère dans le salon est devenue lourde, comme si quelqu'un y avait versé du plomb fondu. Tante Élisabeth m'a fixé quelques secondes, et voyant que je ne reculais pas, elle a rapidement changé de tactique. Elle ne m'a plus attaquée, mais s'est tournée vers Hélène. D'une voix stridente et méprisante, elle a dit « Les femmes qui viennent d'accoucher font toujours des drames. Qui sait ce qu'elle lui a dit hier soir? Qui peut le prouver ?» En entendant cela, j'ai ri. Pas un rire joyeux, mais le rire froid d'un homme qui a atteint ses limites. Je n'ai plus argumenté. Je me suis retournée et je me suis dirigée directement vers la petite armoire à côté de la table, où un vieil téléphone portable était encore en charge depuis la nuit précédente. Ils me regardaient tous, ne comprenant pas ce que je voulais faire. J'ai pris le téléphone et l'ai déverrouillé. Mes mains ne tremblaient pas, comme je m'y attendais. En réalité, quelques mois plus tôt, j'avais installé une application de caméra cachée sur ce téléphone, après qu'Hélène m'ait dit à plusieurs reprises que ma mère l'insultait sans raison. Et à l'époque, je ne savais pas qui croire. J'avais simplement pensé que c'était une précaution pour connaître la vérité si quelque chose se passait. Je n'aurais jamais imaginé devoir l'utiliser un jour devant ma famille, et contre ma propre mère. Je suis retournée au milieu du salon, j'ai posé le téléphone sur la table, et j'ai lancé l'enregistrement de la nuit précédente. L'écran s'est allumé, pas besoin de chercher longtemps. La scène est apparue avec une clarté totale. Hélène, debout, berçant l'enfant qui pleure, arpentant la pièce, et puis ma mère qui déboule de sa chambre. Le son de sa voix hurlante et son bras qui se lève rapidement. Le claquement sec de la gifle est sorti du petit haut-parleur du téléphone, mais il était perçant. Je l'avais déjà entendu une fois cette nuit-là, mais le revoir a ravivé une colère qui m'étouffait. La pièce s'est tue. Tante Élisabeth, qui se tenait auparavant les mains sur les hanches, les a laissées retomber discrètement. François s'est figé au milieu du salon, et Hélène, blottie avec l'enfant sur le bord du lit, regardait depuis la chambre, les lèvres serrées et le visage pâle. Je n'ai regardé personne, j'ai simplement laissé la vidéo continuer. Dans l'enregistrement, après la gifle, Hélène ne répond pas. Elle n'est pas irrespectueuse, comme ma tante venait de le sous-entendre. Elle est juste figée, serrant son fils, tandis que les larmes coulent sur ses joues et que l'enfant, effrayé, sanglote. Le visage de ma mère a pâli, mais sa surprise n'a duré que quelques secondes. Elle a immédiatement élevé la voix pour se défendre, comme si crier plus fort pouvait étouffer la vérité qui venait de sortir de l'écran. « C'était un accident », a-t-elle répondu d'abord. « C'est parce que j'étais énervée. » Sa voix était aiguë et précipitée. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai rembobiné un peu la vidéo, et j'ai monté le son. Dans l'enregistrement, juste avant la gifle, Hélène ne dit qu'une seule phrase. Si doucement que si l'on ne fait pas attention, on ne l'entend presque pas. « Maman, s'il te plaît, moins fort, pour que Dany puisse dormir. » Cette phrase a résonné dans la maison silencieuse, douce, mais plus douloureuse que n'importe quel cri. Cette phrase a détruit tous les alibis de ma mère, à tel point qu'elle n'avait plus rien pour se défendre. J'ai regardé le visage de ma mère et j'ai demandé d'une voix grave. Une gifle accidentelle ou des mois de pression sur quelqu'un pour qu'elle supporte par accident? La question n'était pas criée, mais son poids était si lourd qu'elle semblait peser sur l'air de la pièce. Ma mère a ouvert la bouche pour argumenter, mais tante Élisabeth n'était plus aussi arrogante qu'au début. Elle a cligné des yeux plusieurs fois et a détourné le regard, ne trouvant manifestement pas de mots pour la défendre. À ce moment-là, Hélène a parlé. Elle ne pleurait plus, ne tremblait plus comme avant. Sa voix était rauque à cause du manque de sommeil et de la douleur. « Je n'ai jamais été irrespectueuse envers votre mère. Depuis que je suis venue dans cette maison, j'ai toujours été patiente. Si je fais une erreur, grondez-moi, mais vous n'avez pas le droit de me frapper devant mon fils.
Elle s'est arrêtée un instant, caressant instinctivement le dos de son fils. Puis, très lentement, elle a continué. Si vous me détestez à ce point, je vous demande la permission de ne plus vivre ensemble. Je me suis retournée pour regarder ma femme. Depuis des années, c'était la première fois qu'Hélène disait une chose pareille devant tout le monde. Ce n'était plus la femme qui baissait la tête et supportait, et c'est peu, être ce calme qui a acculé ma mère. Elle a frappé la table de sa main, un son sec a résonné dans la pièce. Son visage a rougi, et son ton est passé de la défense à une amertume provocante. Si tu veux me jeter dehors, vas-y, mais cette maison est à mon nom. C'est moi qui décide qui vit ici, et qui je mets dehors. C'est mon droit. Cette phrase a été comme un coup de marteau au milieu de la maison. Je me suis tournée brusquement pour regarder ma mère. Elle avait toujours utilisé la phrase « Cette maison est à moi » dans ses crises de colère, mais toujours comme une allusion, une intimidation, quand personne d'autre n'était là. Aujourd'hui, pour la première fois, elle le disait ouvertement devant ma tante, mon cousin, Hélène et moi, comme une déclaration de guerre. Je l'ai regardée sans ciller et j'ai demandé, mot pour mot, « Qu'est-ce que tu viens de dire, maman ?» Elle a relevé la tête, comme si, une fois le masque tombé, elle n'avait plus rien à cacher. Je l'ai déjà dit, cette maison est à moi. Ne pense pas que parce que tu es marié, tu en es devenu le propriétaire. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Qui reste et qui part. Si ça ne te plaît pas, dégage. En entendant cela, François n'est plus intervenu. Il me regardait, puis ma mère. Peu. Être que même lui avait compris que ce n'était plus une simple dispute belle-mère, belle-fille. Je suis restée figée quelques secondes. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, les gifles, les critiques, les allusions à notre départ n'étaient pas seulement les produits d'un mauvais caractère ou d'une personnalité autoritaire. Derrière tout cela, il y avait un pouvoir que ma mère croyait détenir. Elle ne voulait pas seulement qu'Hélène se soumette, elle voulait aussi que tout mon mariage se conforme au modèle qu'elle avait conçu. Et quiconque sortait du rang serait détruit, en utilisant la maison, son statut de mère et tout ce qu'elle possédait. Dehors, le petit Danny s'est remis à pleurer, effrayé par le coup sur la table. Hélène l'a serré plus fort, tandis que je sentais les veines de ma tête se tendre. Je pensais défendre ma femme d'une gifle, mais à ce moment-là, j'ai compris que derrière la gifle, il n'y avait pas seulement la colère d'une belle-mère, mais une main qui essayait d'étouffer mon mariage. Après cette phrase, c'est comme si une couche de poudre froide avait recouvert la maison. Personne n'a plus parlé. Tante Élisabeth a été la première à retrouver sa voix, mais sans l'arrogance d'avant. Elle s'est raclée la gorge, a regardé à droite et à gauche, et a prononcé quelques phrases vides de sens. Bon, les problèmes de famille doivent se régler à la maison. Vous êtes une famille. Avec un peu de patience, tout s'arrangera. François a hoché la tête en se grattant la nuque. Il n'osait plus me regarder comme au début. Il était clair que la vidéo avait détruit le masque moral qu'ils utilisaient pour nous mettre la pression. Ils sont restés encore quelques minutes, puis ont cherché un prétexte pour partir. L'une a dit qu'elle devait aller au marché, l'autre qu'il avait des choses à faire à la maison. Avant de partir, tante Élisabeth s'est tournée vers ma mère et a murmuré « Calme-toi un peu, n'envenime pas les choses. » Ça ressemblait à un conseil, mais son ton indiquait clairement la retraite. Seule ma mère est restée assise au milieu du salon. Le dos raide, le visage sombre et le regard perdu. La maison est soudainement devenue silencieuse après l'agitation, mais ce silence m'inquiétait plus que les cris. Tout l'après-midi, ma mère a à peine parlé. Elle n'a pas frappé la table, ne s'est pas plainte, n'a pas pleuré comme d'habitude. Elle allait et venait, ouvrant et fermant les placards, s'asseyant et se relevant. Son ombre silencieuse me semblait lourde. Je savais qu'un tel silence ne signifiait pas qu'elle avait réalisé son erreur. C'était plutôt le silence de quelqu'un qui s'arrête pour planifier son prochain coup. C'est pourquoi je n'osais pas me détendre. Hélène ne parlait pas beaucoup. Elle a emmené l'enfant dans la chambre en silence, a ouvert l'armoire et a commencé à ranger quelques vêtements, des langes en tissu et d'autres petites choses dans un sac de voyage. Depuis le seuil, je la regardais, la gorge nouée. Elle ne pleurait plus comme la nuit précédente. Son regard était calme, presque froid. Peu de temps après, elle a dit si doucement que ses mots m'ont transpercé le cœur. Je ne veux pas que mon fils grandisse au milieu des cris. Il n'y avait aucun reproche envers moi dans cette phrase, mais elle a éveillé en moi un sentiment de culpabilité plus fort que n'importe quelle plainte, parce que c'était la vérité. Un enfant qui ne comprend encore rien devait déjà être effrayé, pleurer de peur chaque fois qu'il entendait un adulte crier. Une mère qui, en serrant son fils, ne voulait que fuir sa propre maison. Je me suis assis sur le bord du lit,
regardant mon fils qui s'assoupissait par moments dans les bras de sa mère. Ma tête était en plein désarroi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, dans l'après-midi, ma mère est soudainement entrée dans la chambre. Sa voix était douce. Si douce que si cela s'était produit quelques jours plus tôt, j'aurais cru qu'elle s'était vraiment calmée. Elle se tenait sur le seuil, ne regardant pas directement Hélène, et a dit « Bon, j'étais énervée. Je suis désolée. Ne faisons pas un grand scandale de ça, pour que les voisins ne se moquent pas de nous. » Ça ressemblait à des excuses. Il y avait les mots « énervé » et « désolé ». Mais je ne sais pas pourquoi. Dès qu'elle les a prononcés, je les ai sentis vides, froids, sans aucune trace de remords sincère. Dans ses excuses, ma mère craignait surtout le regard des voisins, pas la douleur qu'elle avait causée à sa belle-fille ou la peur de son petit-fils. C'était plutôt une retraite tactique pour préparer un autre coup qu'un aveu de sa faute. Avant qu'Hélène puisse répondre, ma mère a fait quelques pas et a tendu la main vers Dany, essayant de paraître douce. « Viens, donne-le à mamie. Mamie s'inquiétait pour toi. C'est pour ça que je n'ai pas pu dormir hier soir et que je me suis mise en colère. » Mais curieusement ou peu, être pas, dès que le petit Dany l'a vu s'approcher, il a sursauté, a ouvert les yeux et s'est mis à pleurer à plein poumon. Il ne voulait même pas la regarder. Il enfouissait simplement sa tête dans la poitrine de sa mère, les jambes repliées, comme s'il se défendait instinctivement. La pièce s'est tue. La main de ma mère est restée suspendue en l'air, son visage s'est crispé un instant, et j'ai eu un frisson. Un enfant d'à peine plus d'1 an ne sait pas ce qui est bien ou mal, mais il sait de qui il a peur. Cette réaction ne peut pas être simulée. Ma mère a retiré sa main, a forcé un sourire gêné et s'est retournée pour sortir. Je ne l'ai pas appelé, je n'ai rien dit. Après ce moment, j'ai su que mon fils avait vraiment peur de sa grand-mère, et c'était beaucoup plus douloureux que n'importe quelle dispute d'adulte. Ce soir-là, le dîner s'est déroulé dans une tension insupportable. Personne ne parlait. J'ai mangé rapidement pour finir et aider Hélène à débarrasser. En emmenant les assiettes dans la cour arrière pour les rincer avant de faire la vaisselle, j'ai entendu ma mère parler au téléphone dans un coin, près de l'étendoir. Elle parlait très doucement, très rapidement, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un l'entende. Instinctivement, je me suis arrêtée, cachée derrière la porte de la cuisine. J'ai clairement entendu ce qu'elle disait. Il a un enregistrement de la caméra. La méthode d'hier ne fonctionne plus. Il faut trouver autre chose. Un frisson a parcouru mon corps, du cou au talon. Que voulait-elle dire par « la méthode d'hier » ? Je comprenais parfaitement. La gifle, le drame du matin, tout ce qui l'avait acculé. J'ai retenu mon souffle et j'ai continué à écouter. Et puis j'ai entendu une phrase qui, encore aujourd'hui, me donne la chair de poule. « Sépare cet enfant de cette femme, et tu verras comme il redeviendra docile. » Je me suis figée. Ma mère n'a pas mentionné le nom d'Hélène. Elle parlait de ma femme comme de... cette femme, comme d'un obstacle. Quelque chose à retirer à son petit-fils et à moi. Cette phrase m'a fait réaliser que ma mère n'avait aucune intention de faire la paix. Elle ne s'était pas excusée parce qu'elle savait qu'elle avait tort, elle avait juste changé de stratégie. Si le scandale et l'implication de la famille ne fonctionnaient pas, elle chercherait une autre voie. Séparer le petit-fils de sa mère, semer la discorde entre nous, ou du moins me faire peur pour que je revienne de son côté. Je suis restée derrière la porte, serrant si fort les poings que mes doigts me faisaient mal. Trop de possibilités me sont venues à l'esprit. Si elle avait été capable de frapper Hélène au milieu de la nuit et de dire ça dans son dos, alors il n'était pas impossible qu'elle essaie d'emmener notre fils ou de l'utiliser pour me faire chanter. Cette nuit-là, en retournant dans la chambre, j'avais encore des frissons dans la poitrine. J'ai raconté à Hélène ce que je venais d'entendre. Elle est restée silencieuse un long moment, puis elle m'a regardée, les yeux creusés de fatigue et de peur. Alors, comme si elle ne pouvait plus le garder secret, elle m'a raconté quelque chose qu'elle avait caché. Elle a dit qu'à plusieurs reprises, quand je n'étais pas là, ma mère avait emmené Dany dans sa chambre et lui avait délibérément dit des choses comme « Ta mère est très maladroite, un jour elle te fera du mal. » Un autre jour, elle lui avait dit avec un sourire amer qu'avec elle, Dany serait en sécurité, mais avec sa mère, qui sait. Hélène avait eu très mal d'entendre ça, mais elle n'avait pas osé me le dire, de peur de me mettre dans une situation difficile. Peur d'une nouvelle dispute dans la maison. J'écoutais, sentant mon estomac se retourner. Ces mots en apparence innocents n'étaient pas le fruit du hasard. Ma mère sapait depuis longtemps l'image d'Hélène, lentement, comme l'eau qui use la pierre. Je pensais que ma mère détestait seulement sa belle-fille. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle était prête à utiliser son propre petit-fils pour garder le contrôle. À partir de cette nuit-là, après avoir entendu cette conversation, je pouvais à peine rester en place. Pendant des années,
J'avais toujours évité la question des papiers de la maison, en partie par confiance en ma mère, et en partie à cause de l'idée dépassée que dans la famille, il ne faut pas être trop calculateur pour ne pas être considéré comme un ingrat. Mais à ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus être naïf. Si je continuais à fermer les yeux, je ne saurais jamais ce que ma mère avait vraiment entre les mains, et ma femme et mon fils vivraient toujours dans la peur. Le lendemain matin, j'ai pris une demi-journée de congé. Je n'ai prévenu personne, sauf Hélène. Ma mère continuait d'aller et venir dans la maison avec une expression froide, comme si, après la nuit précédente, tout était revenu à la normale. Mais c'est précisément cette normalité forcée qui me rendait méfiant. Je suis allé dans la chambre, je me suis assis sur la chaise à côté de la petite table. Au moment où j'allais ouvrir l'armoire pour chercher quelques vieux documents, Hélène a discrètement sorti un dossier en plastique bleu, déjà usé du fond d'une valise, l'a posé devant moi et a dit doucement « Je le garde depuis longtemps. Je pensais qu'un jour tu en aurais besoin. » J'ai levé la tête pour la regarder. À ce moment-là, j'ai réalisé que pendant tout ce temps, je pensais qu'Hélène ne savait que supporter et pleurer en silence. Mais en réalité, elle n'était pas aussi faible que je le croyais. Elle avait simplement choisi le silence pour donner une issue à la famille. Et dans son silence, elle avait secrètement conservé les choses les plus importantes, comme quelqu'un qui se prépare pour le jour où il faudra se sauver. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait toutes sortes de documents bien rangés. Certains étaient si vieux que le papier avait jauni et les bords étaient cornés. Il y avait un contrat de prêt bancaire, des quittances de paiement, des photocopies de l'acte de propriété de la maison, des relevés de compte et même quelques notes manuscrites de moi datant d'années précédentes. Je les ai examinés un par un. Plus je regardais, plus j'avais mal à la tête. Et puis je me suis figée en réalisant un détail que je n'avais jamais relié auparavant. Cette maison n'avait pas été achetée entièrement par ma mère, comme elle l'avait toujours proclamé à la famille, aux voisins et même à moi. La majeure partie de l'apport provenait de l'indemnisation pour l'accident de travail qui avait coûté la vie à mon père. À l'époque, ma mère avait dit que l'argent irait pour la maison, mais elle n'avait jamais précisé que c'était une partie de l'héritage que mon père nous avait laissé, et pas seulement à elle. Je suis resté silencieux quelques minutes. Il s'est avéré que les fondations de la maison, que ma mère utilisait toujours pour me mettre la pression, appartenaient en fait en partie à mon père, qui ne pouvait plus parler. Mais ce n'était pas la plus grande surprise. En examinant les quittances de remboursement du prêt hypothécaire et les relevés de compte des années suivantes, j'ai vu que la plupart des mensualités avaient été payées par moi. Chaque mois, après avoir reçu mon salaire, je virais l'argent pour la maison. Si un mois il manquait de l'argent, je trouvais un moyen d'emprunter pour combler le manque. Autrement dit, la phrase « cette maison est à maman » que ma mère répétait sans cesse n'était qu'à moitié vraie, voire moins. Je ne m'étais pas encore remis du choc quand mes yeux sont tombés sur quelques virements au nom d'Hélène. Les montants n'étaient pas énormes, mais réguliers. Un mois 1 000 euros, un autre 600 euros, parfois moins. J'ai froncé les sourcils, j'ai regardé les dates, puis j'ai regardé Hélène. Elle a baissé la tête, gênée, et a dit doucement « Il y a eu quelques mois où tu n'avais pas assez d'argent pour la mensualité. J'ai pris de mes économies postnatales pour aider. Je pensais que quand les choses iraient mieux, on oublierait, alors je ne te l'ai pas dit. Je suis restée sans voix. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, la personne que l'on qualifiait d'entretenue, d'inutile et de parasite, était celle qui utilisait secrètement ses maigres économies pour que cette maison ne s'effondre pas, tandis que ma mère utilisait arrogamment son statut de propriétaire pour humilier sa belle-fille, comme si Hélène était vraiment là à titre gracieux. J'étais assis là, feuilletant les papiers, le cœur douloureux et honteux, douloureux pour ma femme et honteux pour moi, de ne pas avoir remarqué tout le fardeau qu'elle portait sur son dos. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Hélène a vibré. Comme elle berçait l'enfant, je l'ai pris pour regarder. Un message d'un numéro inconnu, une seule ligne. Si tu es intelligente, emmène ton fils chez tes parents pour quelques mois. Sinon, ne t'en prends à personne après. J'ai lu le message, et un frisson a parcouru mon corps. Pas de nom, pas d'insulte, pas de menace directe, mais le ton d'avertissement était très clair. J'ai immédiatement appelé le numéro. Le téléphone a sonné une fois, puis la communication a été coupée. J'ai rappelé, et le numéro était déjà bloqué. La disparition rapide m'a convaincu que ce n'était pas une blague. Quelqu'un avait commencé à agir. Ou du moins, voulait nous faire comprendre que cela ne s'arrêterait pas à quelques disputes familiales. Je n'ai pas parlé du message à Hélène pour ne pas l'effrayer davantage, mais à partir de ce moment-là, je n'ai plus quitté mon fils des yeux une seule seconde. Toute la journée,
Ma tête a tourné autour des papiers et du message. J'ai commencé à comprendre que ce problème était bien plus profond qu'un simple conflit belle-mère, belle-fille. C'était un piège. D'un côté, le pouvoir que ma mère avait construit avec la maison et son autorité de matriarche, de l'autre, la pression silencieuse, peut être même les préparatifs pour isoler ma femme et mon fils et me forcer à revenir de son côté. Dans l'après-midi, ma mère a soudainement changé de ton. Elle est restée près d'une heure dans la cuisine. Puis elle est entrée dans notre chambre avec un bol de soupe chaude, disant que c'était pour le rétablissement d'Hélène. Sa voix était si douce que si je n'avais pas su ce qui se passait, j'aurais cru que ma belle-mère s'était adoucie et aimait sa belle-fille. Mais c'est précisément cette douceur inhabituelle qui m'a rendu méfiant. Avant que je puisse réagir, Hélène a regardé la soupe un long moment, serrant la couverture dans ses mains, et a murmuré, presque sans voix. « Je n'ose pas la manger. » Cette phrase m'a oppressé la poitrine. La confiance dans cette maison était si brisée que la femme qui dormait à mes côtés, en voyant un bol de soupe apporté par sa belle-mère, ne ressentait ni gratitude ni tristesse, mais de la peur. J'ai pris le bol et je suis allée directement dans le salon. Ma mère était assise devant la télé et s'est retournée en m'entendant. J'ai posé le bol sur la table, pas brusquement mais fermement, et j'ai dit directement « De la nourriture de ma femme et de mon fils, je m'en occupe. Tu n'as pas besoin de faire semblant de t'en soucier. » Le visage de ma mère a immédiatement changé. La douceur précédente a disparu si rapidement que si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, personne ne l'aurait cru. Elle a ri amèrement, les yeux vifs. « D'accord, j'essaie d'être gentille, et on me soupçonne encore. À partir de maintenant, ne me demandez plus rien. » Elle avait l'air en colère, comme si sa fierté avait été blessée, mais j'ai compris que ce n'était pas une plainte, mais une déclaration de guerre. Elle me disait qu'à partir de maintenant, les choses ne seraient plus aussi simples. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans le lit, regardant les papiers de la maison, le téléphone a sonné. C'était le syndic de la copropriété. La voix de l'autre côté était polie, mais froide. Il a dit qu'un voisin s'était plaint de disputes fréquentes dans ma maison, qui dérangeaient le quartier, et en particulier un jeune enfant. Il m'a demandé que ma famille rétablisse l'ordre. J'ai raccroché le téléphone avec une sensation de froid dans l'estomac. Un appel téléphonique avait suffi pour que je comprenne. Ma mère avait commencé à impliquer des personnes extérieures. Elle ne voulait plus seulement nous mettre la pression à l'intérieur de la maison. Elle voulait créer une image où ma femme et moi étions les fauteurs de troubles, ceux qui causaient le chaos. Et elle, la pauvre vieille femme qui devait supporter tout ça. Je suis resté assis un long moment. J'ai regardé Hélène, blottie avec l'enfant sur le bord du lit. Les papiers étaient éparpillés devant moi. La maison que je croyais être un refuge s'est avérée être un nœud coulant autour du cou de ma famille pendant tout ce temps. Je savais que la prochaine bataille ne se résoudrait pas avec quelques disputes, un peu de compassion, ou en laissant tomber. Il fallait que je détruise complètement cette manipulation. Sinon, ma femme et mon fils resteraient à jamais piégés dans cette maison. À partir de ce moment-là, je n'ai plus pensé à calmer la situation. J'ai commencé à penser à comment mettre fin à tout cela. Le lendemain matin, j'ai emmené Danny chez le médecin de bonne heure. La nuit précédente, l'enfant avait de nouveau eu de la fièvre et n'avait pas bien dormi. Je craignais que son état ne s'aggrave. Alors j'ai profité de l'occasion pour l'emmener au cabinet le plus proche. Il était à peine 8 heures. Hélène est venue avec moi. Elle était assise à l'arrière avec l'enfant dans ses bras. Nous avons à peine parlé pendant le trajet. Son visage était toujours fatigué, mais c'était une fatigue différente de celle des jours précédents. Ce n'était plus celle de la résignation, mais le silence de quelqu'un qui s'est préparé au pire. Après l'examen, le médecin a dit qu'il n'avait qu'une légère angine. Il a conseillé de continuer à le surveiller et a prescrit quelques médicaments. Je suis sortie avec mon fils dans les bras sans le moindre soulagement. En arrivant dans notre rue, j'ai eu un mauvais pressentiment. La porte de la maison était grande ouverte. Pas pour aérer, mais complètement ouverte, comme si elle attendait un grand nombre d'invités. Dès que j'ai garé la moto, j'ai entendu un brouhaha dans le salon. En entrant, j'ai vu ma mère assise sur le canapé, le dos droit et le visage triste. L'image parfaite de quelqu'un qui se lamente depuis longtemps. À côté d'elle, ma tante Élisabeth. En face, le syndic et madame Sylvie, une voisine de la même rangée qui adorait se mêler des affaires des autres. En un seul regard, j'ai compris. Ma mère n'attendait plus que nous commettions une erreur. Elle avait organisé un procès à domicile, faisant venir des personnes extérieures pour gagner l'opinion publique. Hélène, qui est entrée derrière moi avec l'enfant dans ses bras, s'est figée. En regardant sur le côté, j'ai vu le mouchoir de notre fils dans un coin du canapé. Cela signifiait que ma femme était probablement déjà assise là
écoutant le flot de plaintes, ou du moins qu'elle venait d'y être convoquée, juste avant mon arrivée. Son visage était pâle, ses lèvres serrées. Le petit Danny, qui dormait dans les bras de sa mère, s'est calmé à la porte, et sa petite main s'est agrippée au chemisier d'Hélène. Le syndic a parlé le premier. Son ton n'était pas agressif, plutôt paternel. Le ton de quelqu'un qui se sent moralement supérieur. « Jean, les problèmes à la maison doivent se résoudre à l'intérieur. Il n'est pas juste de laisser une mère pleurer et se sentir ainsi. Ta mère est âgée. Vous devriez être plus patient. » Je suis resté silencieux un instant. J'ai posé le sac de médicaments de l'enfant sur la table, puis j'ai demandé calmement. « Avant de venir ici, est-ce que ma mère vous a raconté qu'elle avait giflé ma femme au milieu de la nuit ?» La pièce s'est immédiatement tue. Ma mère a semblé surprise. Tante Élisabeth, comme si elle s'y attendait déjà, a repris la même rengaine. Ce n'était que la colère soudaine d'une personne âgée. Vous en faites tout un plat pour une gifle. On dirait que tu la gardes comme un trésor. Je me suis retournée pour la fixer, puis j'ai regardé chaque personne dans la pièce. Je n'ai pas encore sorti mon téléphone, j'ai juste demandé, mot pour mot, si la personne giflée était votre fille, avec votre petit-fils malade dans les bras au milieu de la nuit, diriez-vous aussi que ce n'était qu'une colère soudaine? En entendant cela, Madame Sylvie, qui se tenait auparavant le menton, s'est redressée et n'a pas osé me regarder. L'expression du syndic a également changé. Il n'était plus aussi zélé à donner des conseils, car la question ne portait plus sur le bien ou le mal en général. La question les plaçait tous dans la position d'une victime. Une femme battue au milieu de la nuit devant son fils ne pouvait pas être minimisée par l'excuse du mauvais caractère. Voyant que la situation commençait à lui échapper, ma mère a changé de tactique. Elle a frappé le dossier du canapé et sa voix s'est faite plus aiguë. « Bien sûr, tu inventes une bêtise pour cacher ton intention de t'emparer de cette maison. Tu crois que je ne le vois pas ?» C'était la première fois qu'elle le disait si ouvertement devant des étrangers. Je l'ai regardée et j'ai répondu sans hésitation. Je ne veux rien m'approprier, mais je ne laisserai pas non plus ma femme se faire battre et devoir en plus dire merci. Dès que j'ai fini de parler, l'ambiance a explosé. Tante Élisabeth s'est avancée et a pointé Hélène du doigt. Cette femme, arrivée hier après-midi, est déjà en train de détruire la famille. Depuis qu'elle a mis les pieds dans cette maison, y a-t-il eu un seul jour de paix entre la mère et le fils? Sa voix était acide, tranchante comme un couteau. J'ai vu Hélène trembler, mais cette fois, elle n'a pas baissé la tête. Elle ne s'est pas cachée derrière moi, ne s'est pas tournée vers le mur. Elle se tenait droite, l'enfant dans ses bras, les yeux rouges, mais le regard ferme et direct. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot a résonné avec une clarté perçante. Cette maison ne se détruit pas à cause de moi. Cette maison se détruit depuis le jour où vous avez tous commencé à trouver normal d'insulter les autres. La pièce s'est tue. Madame Sylvie a ouvert la bouche et l'a refermée. Le syndic s'est figé, les mains sur les genoux, n'osant pas intervenir. Tante Élisabeth, je me suis figée. Son doigt pointait toujours en l'air. Elle ne pouvait plus dire un mot. Même ma mère a été stupéfaite quelques secondes. Peut-être ne s'attendait-elle pas à ce que la belle-fille qu'elle considérait comme faible ose dire une chose pareille devant tout le monde. Je me suis retournée pour regarder Hélène, ressentant un mélange de douleur, de compassion et de fierté qui m'étouffait. Il s'est avéré que cette femme n'était pas soumise, elle avait simplement été patiente trop longtemps, jusqu'à ce que tout le monde croie que la patience était sa nature. Mais quand on accule quelqu'un, il n'a plus rien à craindre. Ma mère a été la première à retrouver sa voix. Elle a ri amèrement, les lèvres tremblantes. Incroyable. Maintenant elle ose même donner des leçons aux aînés. Mais cette fois, ses paroles n'avaient plus le même poids, car les personnes présentes en avaient assez entendu pour comprendre. Il ne s'agissait pas ici d'une pauvre vieille femme maltraitée par sa belle-fille, comme elle l'avait raconté. J'ai lentement sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table. Je n'ai pas eu besoin d'en dire plus. Ce seul geste a suffi à faire changer la couleur du visage de ma mère. Elle a compris que j'avais encore des preuves, que désormais on ne croirait plus ses paroles sur parole. Je me suis levée au milieu du salon, je les ai regardés tous un par un, puis ma mère. Dans ma tête, il n'y avait plus d'intention de réconciliation. Je savais parfaitement que cette bataille ne se résoudrait pas avec quelques fausses excuses ou un laissons tomber. Le moment était venu d'avoir un gagnant et un perdant. Peut-être qu'à ce moment-là, voyant que plus personne ne la soutenait aveuglément, ma mère a montré le visage qu'elle cachait derrière le masque d'une vieille femme sans défense. Elle s'est soudainement levée, le visage sombre, les yeux brûlants et une voix aussi tranchante qu'un couteau fraîchement aiguisé. « Si vous ne pouvez pas vivre avec moi,
Dégagez d'ici. Mais l'enfant reste. Cette phrase a fendu l'air du salon comme une hache. J'ai clairement entendu Hélène retenir son souffle. Instinctivement, elle a serré plus fort le petit Danny. Ses bras tremblaient. Je me suis figée un instant. J'avais imaginé toutes sortes de difficultés, d'insultes, de chantage avec la maison, mais je n'aurais jamais pensé que ma mère oserait exiger de retenir mon fils devant tout le monde. Voyant la réaction des gens, ma mère s'est enhardie. Elle a cessé de jouer la victime et a prononcé une série de phrases pleines de possessivité. Il est le petit-fils de cette famille. Je ne peux pas laisser une femme ingrate l'emporter. S'il part avec sa mère, il perdra ses racines, son éducation. Qui écoutera-t-il quand il grandira? C'est une famille respectable. Tu ne peux pas l'emmener n'importe où comme bon te semble. Le syndic, qui m'avait prêché la morale plus tôt, semblait maintenant confus. Il fronçait les sourcils, regardant ma mère, puis moi. Être que même lui ne s'attendait pas à ce que la conversation passe d'un conflit belle-mère, belle-fille à une dispute pour un enfant. Madame Sylvie, à côté, s'est complètement tue. Son regard vers ma mère avait changé. Ce n'était plus de la pitié pour une vieille femme abandonnée, mais de la stupeur et de la suspicion. À ce moment-là, Hélène a éclaté en sanglots. Ce n'étaient pas les larmes silencieuses qu'elle avait retenues jusqu'à présent, mais des pleurs inconsolables, mêlés de panique et de colère. Elle serrait si fort son fils que j'ai craint qu'elle ne lui fasse du mal. Et pour la première fois, elle a crié devant tout le monde. « Si vous me détestez, détestez-moi. Mais ne touchez pas à mon fils. Je vous en supplie, n'utilisez pas mon fils pour me mettre la pression. » Les pleurs d'Hélène me brisaient le cœur, mais ma mère ne s'est pas adoucie. Elle a ri amèrement, d'un rire froid, comme si elle ne connaissait pas la compassion. « Ton fils » a-t-elle insisté sur chaque mot en toisant Hélène. « Tu peux subvenir à ses besoins? Le lait, le médecin, les couches, la maison? Combien d'argent as-tu dépensé, toi? Tu crois que parce que tu l'as mis au monde, il est entièrement à toi? Sans cette maison, sans moi, essaye donc. On verra combien de temps tu tiendras avec lui dans les bras. » Chaque mot a touché le point le plus faible d'une femme en congé maternité, avec un jeune enfant, vulnérable physiquement et émotionnellement. J'ai vu le visage d'Hélène pâlir. Ses lèvres bougeaient. Mais elle ne pouvait pas prononcer un mot. L'humiliation n'était plus seulement une insulte, c'était la privation de son statut de mère devant des étrangers. J'ai fait un pas en avant, me plaçant entre ma femme et mon fils, et ma mère, et j'ai dit lentement mot pour mot, « Mon fils n'est pas une marchandise que n'importe qui peut prendre à sa guise. » À peine avais-je fini que des pas rapides se sont fait entendre à la porte. François, qui écoutait depuis je ne sais quand, est apparu au moment le plus tendu, de sa voix rauque, jetant encore plus d'huile sur le feu. C'est une grande famille. Le petit-fils héritier doit rester dans la famille de son père. Qu'y a-t-il de mal à ça? La femme se marie, les enfants appartiennent à la famille du mari. Ça a toujours été comme ça. En disant cela, il se tenait les mains sur les hanches, regardant Hélène d'un air menaçant, comme s'il était prêt à lui arracher l'enfant si nous disions un mot de plus. Je me suis tournée brusquement, les yeux brûlants. « N'utilise pas le nom de la famille pour menacer ma femme et mon fils, » ai-je crié. « On n'est pas au Moyen-Âge où on peut enlever les enfants comme bon nous semble. Si tu veux rester tranquille, reste à ta place. » Ne dérange pas mon fils. François ne s'attendait peu. Être pas à une réponse aussi ferme devant tant de monde, car il s'est tu quelques secondes. Mais ma mère n'a pas reculé. Elle semblait avoir déjà préparé son prochain coup. Elle s'est retournée, a ouvert une petite armoire à côté de la table, en a sorti un dossier en plastique et l'a jeté sur la table. « J'ai l'acte de propriété de la maison, et j'ai des témoins. Si vous voulez partir, partez avec ce que vous avez sur le dos, mais ne comptez pas emmener l'enfant. » Sa voix était provocante, comme si avec ses papiers, elle pouvait nous anéantir tous. J'ai pris le dossier. En un coup d'œil, j'ai réalisé qu'il s'agissait de vieilles photocopies intentionnellement arrangées. En haut, les pages qui montraient le nom de ma mère dans le processus administratif. Les détails sur les paiements ultérieurs avec l'argent de mon père, mes contributions et celles d'Hélène, tout cela était caché ou mélangé en bas. Elle utilisait clairement des demi-vérités pour donner l'impression qu'elle était la maîtresse absolue de la maison, des décisions et de la morale. N'importe qui ne connaissant pas l'histoire aurait pu être effrayé. Avant que je puisse reposer les papiers, le petit Danny, effrayé par les cris, s'est mis à pleurer à plein poumon. Ses pleurs résonnaient dans la pièce, étouffés, presque sans voix. Hélène le serrait désespérément, essayant de le calmer en lui tapotant le dos, et soudain, l'enfant a vomi tout son lait et ses médicaments sur l'épaule de sa mère. La tache s'est étendue sur ses vêtements. Hélène a baissé la tête, le visage pâle,
tremblant de honte et de peur que la fièvre de son fils ne s'aggrave. Cette scène a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je n'ai plus pu me retenir. J'ai crié si fort que toute la pièce a sursauté. Assez. Plus personne ne parle. Je les ai regardés un par un, ma mère, François, tante Élisabeth, le syndic, madame Sylvie. À partir de maintenant, quiconque menace à nouveau ma femme ou mon fils, j'engagerai des poursuites judiciaires. Ma mère a ri de force, mais cette fois, on pouvait entendre la colère de quelqu'un d'acculé. Et que vas-tu faire? Appeler la police? Porter plainte contre ta propre mère? A-t-elle demandé en me fixant, attendant que le mot mère me fasse hésiter et reculer, comme d'habitude. Mais je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit d'une voix si froide que même moi j'en ai été surpris. S'il le faut, je le ferai. En prononçant ces mots, j'ai su que quelque chose en moi s'était brisé pour toujours. Pas l'amour, pas le sang, mais le dernier lien qui me liait à une obéissance aveugle, qui m'avait fait hésiter si longtemps. À partir de ce moment, je n'étais plus au milieu. J'avais pris le parti de ma petite famille, et pour la première fois de ma vie, j'ai compris qu'être un mari et un père signifiait parfois oser affronter la personne qui vous a donné la vie. Dès que j'ai prononcé ces mots, l'air dans la pièce a semblé se glacer. Ma mère ne parlait plus, mais son regard brûlait encore. Un mélange de rage et de frustration. Tante Élisabeth s'est mise à l'écart, et François regardait alternativement les papiers sur la table et moi, commençant clairement à se sentir mal à l'aise. Je pensais que nous avions atteint le point culminant, mais juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Son son, bien que pas fort, a résonné dans l'atmosphère lourde comme un coup de feu. Ma mère s'est tournée brusquement vers la porte. Son expression a rapidement changé. J'ai ouvert. Dehors se tenait ma tante Isabelle, une cousine de mon père. Elle nous rendait rarement visite. Depuis la mort de mon père, elle vivait discrètement, ne se mêlant pas des affaires des autres, mais dans mes souvenirs, c'était une personne sage, sensée, et surtout, qui connaissait bien les affaires financières de la famille. Tante Isabelle n'est pas venue les mains vides. Elle portait un dossier marron, usé par le temps. Elle est entrée, a balayé du regard tout le salon et s'est arrêtée sur ma mère. Sa voix n'était pas forte, mais ferme et froide. J'ai entendu dire que Catherine racontait tout à sa manière. Alors je suis venue pour clarifier les choses. Je me suis retournée pour regarder ma mère. Pour la première fois de toute la matinée, je l'ai vue vraiment pâle, pas d'une pâleur de colère, mais d'un blanc cireux, comme si elle venait de voir la personne qu'elle voulait le moins rencontrer. À ce moment-là, j'ai compris que ma mère n'avait pas peur d'Élisabeth, de François ou de l'opinion des voisins, mais de la seule personne qui connaissait chaque centime et chaque histoire du passé de cette maison. Tante Isabelle, d'un geste lent et assuré, a posé son dossier sur la table, puis en a sorti plusieurs liasses de papier. Il y avait des relevés de compte jaunis, des quittances de paiement, des photocopies de vieux contrats de prêt, et même un petit carnet. Elle a relevé la tête, a regardé ma mère droit dans les yeux, et a dit, mot pour mot, « Cette maison, tu ne l'as pas achetée seule. » Un silence de mort s'est fait dans le salon. Ma tante a continué d'une voix monotone, mais de plus en plus tranchante. Il s'est avéré qu'après la mort de mon père, l'entreprise avait versé une indemnisation importante pour son accident de travail. À l'époque, ma mère l'avait perçu en son nom, mais en réalité, cet argent était ce que mon père nous avait laissé à tous les deux pour notre avenir. Ce n'était pas sa propriété personnelle. Avec cet argent, ma mère avait pu payer l'apport pour la maison. Elle avait toujours dit « Je l'ai acheté seule avec mes propres économies », tant de fois que j'avais fini par y croire moi-même. Maintenant, en entendant tante Isabelle le dire si clairement, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup sur la tête. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est passée aux quittances des mensualités du prêt hypothécaire des années suivantes, montrant chaque date, chaque nom sur les ordres de virement. La majeure partie de ceux-ci a été payée par Jean. Puis elle a sorti d'autres quittances, m'a regardé, puis a regardé Hélène. Juste pendant les mois où il ne travaillait pas, des recettes au nom d'Hélène sont arrivées. Je me suis figée. Bien que j'ai déjà vu les papiers qu'Hélène m'avait donnés, l'entendre d'une autre personne, d'un tiers qui montrait chaque montant, me brisait le cœur. Cet argent, cette contribution silencieuse, était maintenant révélée comme une gifle au visage de tous ceux qui avaient traité Hélène d'entretenue. Je me suis retournée pour la regarder. Elle avait la tête baissée, les yeux rouges, serrant toujours son fils. Elle ne se défendait pas, ne se vantait pas, restait simplement silencieuse, comme toujours. À ce moment-là, ma mère n'a pu que marmonner. « D'où as-tu eu tout ça ?» Sa voix n'avait plus d'autorité. Elle était brisée. Tante Isabelle a souri amèrement.
C'est toi-même qui m'as demandé de garder une copie, tu as déjà oublié? Ou tu pensais qu'après tout ce temps, plus personne ne s'en souviendrait? Avec cette seule phrase, tout le drame de « cette maison est à moi », que ma mère avait si fermement maintenu, s'est effondré aux yeux de tous. Madame Sylvie, à côté, la regardait, un mélange de stupeur et de suspicion, comme si elle venait de découvrir une toute autre personne. Le syndic fronça les sourcils. Tante Élisabeth se mordit la lèvre, voulant défendre sa sœur, mais ne sachant par où commencer. Tante Isabelle n'avait pas terminé. Elle a sorti un petit bout de papier de son carnet, a regardé ma mère et a prononcé la phrase la plus dure. Et pour que tu saches, elle a de la dignité. Je l'ai vue donner de l'argent à sa belle-mère pour les intérêts, et elle m'a demandé de ne pas te le dire, pour que tu n'aies pas honte. J'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Je me suis tournée vers Hélène. Elle avait toujours la tête baissée, mais ses épaules tremblaient légèrement. La femme que ma mère avait qualifiée d'inutile et d'entretenue était celle qui utilisait secrètement ses économies pour aider à payer les intérêts de cette maison. Et moi, son mari, j'avais vécu aveuglément, la laissant se faire piétiner pendant si longtemps. Acculée, ma mère a crié d'une voix stridente. Un mélange de panique et de colère. C'est elle-même qui a voulu le donner, personne ne lui a demandé. À peine avait-elle fini que tante Isabelle a frappé fort sur la table. Si tu peux dire ça, alors tu es vraiment cruel. Quelqu'un t'aide quand tu en as besoin. Si tu ne la remercies pas, au moins n'utilise pas ça comme excuse pour la piétiner. Cette fois, François et tante Élisabeth se sont complètement tus. Eux, qui étaient venus ce matin pour nous donner une leçon, semblaient maintenant avoir la bouche pleine de chiffons. Non pas par pitié pour nous, mais parce que tout était si clair qu'il n'était plus possible de déformer les faits. Je me suis souvenu de l'enregistrement de la nuit précédente. Sans réfléchir, j'ai sorti mon téléphone, j'ai lancé l'enregistrement de l'appel que ma mère avait passé dans la cour arrière, et je l'ai posé sur la table. Sa voix a résonné clairement dans le salon silencieux. Sépare cet enfant de cette femme. Tu verras comme il redeviendra docile. En entendant cette phrase froide, j'ai vu Madame Sylvie tressaillir. Le syndic a regardé ma mère et a dit « Madame, c'est inacceptable. Je ne me mêle pas des affaires de famille, mais menacer psychologiquement une mère et son fils et planifier leur séparation est quelque chose qui ne peut être toléré. » Ma mère semblait avoir perdu toutes ses forces. Elle s'est affalée sur le canapé, les bras ballants et le regard fixé au sol. Pour la première fois depuis que tout cela avait éclaté, elle ne pouvait plus argumenter. Pas parce qu'elle avait réalisé son erreur, j'en suis certain, mais parce que toutes les issues étaient bloquées, plus personne n'était de son côté. Il n'y avait plus d'histoire à déformer pour paraître être la victime. J'ai regardé la femme qui m'avait élevée, et elle me semblait être une étrangère. Il s'avère qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de faire le mal, ils ont seulement peur d'être démasqués. Je suis resté silencieux quelques secondes après cette phrase, observant ma mère, affalée sur le canapé, tante Isabelle, qui tenait toujours sa main sur les documents, tante Élisabeth et François, figés comme des ombres silencieuses. Le salon, déjà petit, me semblait soudain immense et froid. Non pas par manque de gens, mais parce que tout ce qui était caché, tout ce qui était un masque, s'était déchiré. La vérité se tenait au milieu de la maison, sans issue, et au même instant, j'ai compris que je n'avais plus un mot à dire. Je me suis retournée et je suis entrée dans notre chambre. Hélène se tenait toujours près du lit, serrant notre fils. Elle était encore pâle de ce qui venait de se passer. Elle a relevé la tête et m'a regardée avec des yeux rouges, mais calmes. Je n'ai pas beaucoup parlé, je me suis simplement penchée et j'ai tiré la petite valise qui était déjà prête sous le lit. Cette valise, c'était celle qu'Hélène avait préparée en silence la veille, quand elle ne croyait plus que nous pourrions vivre en paix. En entendant le bruit des roulettes de la valise sur le sol, Hélène a sursauté et a demandé doucement, si doucement que si je n'avais pas été à côté d'elle, je ne l'aurais pas entendu. « On part vraiment, Jean ?» J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardé. Sur son visage, il y avait un mélange de fatigue, de surprise et d'incrédulité envers quelque chose qu'elle n'osait espérer que dans son cœur depuis longtemps. J'ai hoché la tête. Ma voix était grave mais ferme. « Oui, nous partons maintenant. Un jour de plus, c'est un jour de peur en plus pour notre fils. » En prononçant ces mots, j'ai senti que j'avais coupé la racine du dernier doute qui me restait. À partir de ce moment, je n'ai plus pensé à attendre que ma mère se calme, qu'elle réalise, que quelqu'un serve de médiateur. Il y a des choses qui, plus on attend, plus elles pourrissent. Plus on supporte, plus on devient complice. Si je continuais à hésiter, le prix serait payé par Hélène, par mon fils et par la petite famille que je devais protéger. J'ai ouvert l'armoire
et j'ai rapidement pris quelques vêtements d'enfant, des mouchoirs, la boîte de médicaments du matin. J'ai mis quelques-uns de nos vêtements dans la valise, pas beaucoup. Nous n'en avions pas besoin. À ce moment-là, ce que je voulais le plus, c'était emmener ma femme et mon fils loin de cette maison devenue un champ de bataille. Au moment où je fermais la fermeture éclair de la valise, ma mère a déboulé du salon. Peut-être qu'en nous voyant vraiment faire nos bagages, elle a paniqué. Elle ne criait plus comme avant. Elle s'est approchée rapidement et a saisi la poignée de la valise. Ses yeux étaient écarquillés. Sa voix était brisée par la colère et le désespoir. « Si tu veux partir, pars, mais laisse mon petit-fils ici. » Je me suis penchée et j'ai retiré ses doigts de la poignée, un par un. Pas brutalement, mais avec une fermeté qui l'a paralysé. Je l'ai regardé et j'ai dit d'une voix grave. « Maman, ne me force pas à dire des choses plus dures. » Ma phrase n'était pas un cri, mais c'est être sa froideur qui l'a fait hésiter. Elle m'a regardée, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ses lèvres ne faisaient que trembler, sans pouvoir former de mots clairs. Hélène ne pleurait plus. Avec l'enfant dans ses bras, elle a traversé le salon. Elle marchait lentement, mais le dos droit. Elle n'a pas regardé tante Isabelle, ni le syndic, ni tante Élisabeth, et encore moins ma mère. Ce silence était plus douloureux que n'importe quel reproche. C'était l'épuisement total de la confiance, de l'espoir, et même de l'énergie de se disputer. C'est être pour cela que ma mère est tombée dans un désespoir total. « Hélène, s'il te plaît. » Son ton a changé si radicalement que si je ne l'avais pas vue, personne ne l'aurait cru. De froide et cruelle, elle est passée à une supplication tremblante et précipitée. « D'accord, j'ai eu tort. Je m'excuse. N'emmène pas l'enfant. Les voisins vont se moquer de moi. » En entendant cela, un frisson glacial m'a parcouru. Il s'est avéré que jusqu'au bout, ce que ma mère craignait le plus, c'était le qu'en dira-t-on. Pas la gifle sur le visage de sa belle-fille, pas les pleurs paniqués de son petit-fils, pas les nuits que nous avions passées au bord du gouffre. Ce qui comptait pour elle, c'était que les voisins vont se moquer de moi. L'image. Après tout ce qui s'était passé, la seule chose qu'elle essayait de sauver, c'était son image. J'ai posé la valise un instant. Je l'ai regardée dans les yeux, et très lentement j'ai prononcé chaque mot du plus profond de mon cœur. Pendant tout ce temps, j'ai cru que tu m'aimais, que c'est pour ça que tu étais sévère. J'ai inventé toutes sortes d'excuses pour te défendre, pour être patient, pour garder la paix dans cette maison. Mais maintenant, je comprends. Tu n'as pas besoin d'une famille. Tu as juste besoin que tout le monde vive selon tes désirs. En entendant cela, ma mère a éclaté en sanglots incontrôlables, pleurant à plein poumon, et s'est soudainement agenouillée sur le sol. Ses genoux ont heurté le carrelage avec un son sec. Si cela s'était produit quelques mois plus tôt, en la voyant ainsi, j'aurais être couru pour la relever. Mon cœur se serait attendri. Je me serais senti comme un fils sans cœur. Mais à ce moment-là, en la voyant à genoux, j'ai compris une chose. Elle s'agenouillait pour le contrôle qui lui échappait, pas parce qu'elle avait vraiment réalisé son erreur. Tante Élisabeth a couru pour l'aider, et en la relevant, elle s'est tournée pour me réprimander. « Tu veux que ta mère meure de honte ?» J'ai répondu immédiatement, sans hésitation. Ce n'est pas moi qui la couvre de honte, ce sont ses propres actes. La maison est devenue silencieuse. Personne n'est intervenu. Tante Isabelle nous regardait simplement tristement, mais ne nous a pas arrêtés. Être qu'elle aussi avait compris qu'il y a des chemins qu'il faut parcourir seule, aussi amers soit-il. Je me suis approchée, et j'ai pris l'enfant des bras d'Hélène pour qu'elle puisse porter la valise. Avant d'atteindre la porte, je me suis arrêtée et j'ai regardé ma mère une dernière fois. Elle sanglotait toujours, appuyée sur ma tante, essuyant ses larmes avec une expression de rage et d'impuissance. J'ai prononcé mes derniers mots avec un calme étrange. Un jour, quand tu sauras comment t'excuser auprès de la bonne personne, et pour la bonne raison, je t'amènerai ton petit-fils. Mais pour l'instant, tu n'as pas le droit de toucher à ma femme et à mon fils. Et j'ai ouvert la porte. Quelques pas seulement nous séparaient du monde extérieur. Mais pour moi, c'était comme si je franchissais le seuil de toute une vie. En sortant, j'entendais derrière moi la voix de ma mère, les chuchotements de ma tante, les murmures des voisins dans le couloir. La porte s'est refermée derrière nous avec un clic, mais je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids énorme de la poitrine. Nous avons emménagé dans un petit appartement près de mon lieu de travail. Il devait faire à peine 30 mètres carrés et il y faisait chaud. Les meubles étaient vieux et ce n'était pas aussi propre que notre ancienne maison. Mais dès que nous sommes entrés, j'ai ressenti quelque chose qui n'existait plus dans cette grande maison. La paix. Pas de cris,
Pas de regards accusateurs, personne prêt à gifler ma femme pour une nuit blanche. Cette nuit-là, nous avons étalé un matelas sur le sol, le ventilateur de plafond grinçait, et dans un coin, les valises non déballées s'empilaient. Hélène, après avoir donné son médicament à l'enfant, s'est couchée à côté de lui. Son visage était toujours fatigué, mais curieusement, il n'y avait plus cette expression tendue. Je me suis assis, adossé au mur, regardant ma femme et mon fils à la faible lueur de la lampe jaune. Cette nuit-là, Danny a dormi profondément jusqu'au lendemain matin, sans sursaut ni pleurs paniqués. Ce petit détail a suffi pour que je sache que notre décision de partir était la bonne. Il s'avère que la paix ne se trouve pas dans une grande ou une petite maison. La paix, c'est l'endroit où ma femme et mon fils n'ont pas à vivre dans la peur. Après le déménagement, je pensais que tout se calmerait, au moins pour un temps, mais non. Ma mère n'arrêtait pas d'appeler. Parfois, elle pleurait d'une voix brisée, disant que j'étais cruelle, qu'elle m'avait mise au monde et que maintenant je l'abandonnais. D'autres fois, son ton changeait et elle m'insultait, disant qu'Hélène était une femme méchante qui avait retourné un fils contre sa mère, que depuis son arrivée, la maison était devenue un enfer. Une nuit, elle a même envoyé un court message. « Un jour, tu le regretteras. » J'ai serré le téléphone, mais cette fois, je ne me suis pas attendrie. J'ai simplement répondu. « Si tu veux voir ton petit-fils, tu dois d'abord admettre ton erreur devant ma femme. » Message envoyé, et pas de réponse. Je savais pourquoi. Pour ma mère, pleurer ou accuser les autres est facile. Mais admettre une erreur du fond du cœur est quelque chose qu'elle n'a jamais appris. Il y a des gens qui, toute leur vie, sont habitués à être l'autorité, à exiger la soumission des autres. C'est pourquoi baisser la tête est plus difficile pour eux que toute autre chose. Une semaine plus tard, tante Isabelle a appelé. Elle a raconté que depuis notre départ, tante Élisabeth et François ne venaient plus souvent. Personne ne lui donnait raison, personne ne l'incitait. Ma mère commençait à sentir ce que signifiait une grande maison pleine de meubles, mais vide et froide. Ma tante n'a pas beaucoup parlé, elle a juste ajouté « Une maison pleine de gens mais sans rire, c'est comme une coquille vide, mon fils. » L'histoire de la caméra, des papiers et de l'enregistrement s'est aussi répandue dans le quartier. Assez pour que les gens comprennent qui exagérait vraiment. Personne ne l'a dit directement à ma mère, mais on ne la regardait plus avec la même compassion. Certains voisins, quand je les croisais, me saluaient simplement puis se taisaient, mais je comprenais qu'ils connaissaient déjà une partie de la vérité. Parfois, la punition la plus dure n'est pas l'insulte, mais quand les gens ne croient plus à votre histoire. Dans notre petit appartement, notre vie n'est pas devenue plus riche. Au contraire, elle était plus difficile. Nous devions compter chaque dépense, le loyer, les médicaments de l'enfant, la nourriture. Mais curieusement, dans cet espace exigu, nous avons commencé à respirer comme des gens normaux. Hélène dormait mieux, mangeait mieux. Si elle entendait un bruit fort dans le couloir, elle sursautait encore, mais elle ne se recroquevillait plus de peur. Son visage, autrefois creusé et pâle, a lentement perdu cette expression flétrie qui me faisait si mal. Je me suis réveillée, et je l'ai vue assise dans le lit, regardant notre fils endormi. La lumière jaune se reflétait sur son visage, triste et fragile. Je pensais qu'elle s'inquiétait pour l'argent ou pour ma mère, mais quand je lui ai demandé, elle a secoué la tête et a éclaté en sanglots. Ce n'étaient pas les pleurs de l'apitoiement ou du ressentiment. C'étaient les pleurs de quelqu'un qui vient de se réveiller d'un cauchemar et qui n'ose pas croire que c'est fini. Elle a murmuré « Pour la première fois, j'ai l'impression que c'est ma propre maison et non que je suis hébergée chez les autres. » En entendant cela, je suis restée sans voix. Pendant tout ce temps, je pensais que ce qui faisait le plus mal à Hélène, c'étaient les insultes, les accusations injustes ou cette gifle. Mais il s'est avéré que la douleur la plus profonde était le sentiment que son statut d'épouse et de mère lui avait été retiré au sein de sa propre famille. Vivre dans une maison où l'on doit toujours faire attention à l'humeur des autres, mendier un peu de paix, craindre que les pleurs de son fils ne soient un prétexte à l'humiliation. Aussi grand que soient ces murs, ce n'est pas un foyer. Quelques mois plus tard, lorsque les choses se sont calmées, j'ai commencé à régler les questions juridiques concernant ma part de propriété dans l'ancienne maison. Pas avec des scandales, ni avec l'intention de prendre quoi que ce soit. Je voulais simplement que tout soit clair, que personne d'autre ne puisse utiliser les phrases « cette maison est à moi » ou « cet argent est à moi » comme un nœud coulant autour du cou de ma famille. J'ai complètement séparé mes finances de celles de ma mère, coupant tout lien économique ambigu entre nous. Plus je le faisais, plus je regrettais. Si j'avais été plus sage, plus claire dès le début, être qu'Hélène n'aurait pas tant souffert. Un après-midi, en rentrant du travail, quelqu'un a frappé doucement à la porte. En ouvrant,
J'ai été stupéfait. Ma mère se tenait dans le couloir avec un sac rempli de choses pour enfants. À l'intérieur, on voyait quelques biscuits, des vêtements et d'autres petits cadeaux. Elle était là depuis un bon moment, à en juger par son dos voûté, sans l'arrogance provocante d'avant. Quand elle m'a vue, elle n'a pas parlé tout de suite, elle a simplement regardé à l'intérieur, comme si elle cherchait quelqu'un. Hélène a entendu la porte et est sortie avec l'enfant dans ses bras. Danny était déjà plus fort. En voyant une inconnue, il s'est blotti contre l'épaule de sa mère, mais n'a pas pleuré. Ma mère a regardé son petit-fils avec des yeux rouges. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas entendu la rudesse habituelle dans sa voix. Elle a dit d'un murmure si bas, comme si elle craignait que ses mots ne se brisent. Je suis venue m'excuser. Si cela s'était produit avant, peut-être qu'en entendant ces deux mots, j'aurais cru que tout pouvait être effacé. Mais à ce moment-là, j'ai compris que des excuses ne sont pas une gomme. Elles n'effacent pas les nuits où Hélène tremblait de peur. Elles n'effacent pas la gifle. Elles n'effacent pas le sentiment d'avoir été jetée d'un endroit qu'elle avait un jour appelé sa maison. Ces excuses n'étaient que le point de départ. Le moment où une mère doit réapprendre à être une mère, une grand-mère à être une grand-mère, et un adulte à respecter les autres. Hélène ne lui a pas pardonné immédiatement. Elle est restée silencieuse quelques secondes, l'enfant dans ses bras, puis a répondu si doucement que c'était plus douloureux qu'un cri. « Vous n'avez pas besoin de m'aimer, j'ai juste besoin que vous ne me fassiez pas peur. » Il n'y avait aucun reproche dans cette phrase, ni insolence, ni amertume. Et c'est justement pour cela que cette phrase a pénétré jusqu'à la moelle. Elle résumait tous les jours qu'elle avait dû passer en silence. Ma mère a baissé la tête. Cette fois, je l'ai vue vraiment vieillie par tout ce qui s'était passé. Elle n'avait pas vieilli parce qu'elle avait perdu son prestige devant les voisins, ou parce qu'elle était seule, mais parce qu'elle avait enfin dû faire face aux conséquences de ses propres actes. Il y a des gens qui, toute leur vie, croient qu'en criant plus fort, ils ont raison, et ce n'est que lorsqu'ils sont confrontés à la vérité que cette forteresse s'effondre. Beaucoup m'ont traité de fils sans cœur. Ils ont dit que le jour où j'ai donné 2000 € à ma mère pour qu'elle se trouve un appartement, j'ai été cruel et ingrat. Un homme manipulé par sa femme. Je ne les blâme pas. De l'extérieur, il est facile de juger. Mais je suis le seul à savoir que si je n'avais pas été ferme ce jour-là, j'aurais peut-être été le pire de tous. Non pas parce que je me suis opposée à ma mère, mais parce que j'aurais laissé ma femme et mon fils continuer à vivre dans un enfer, me cachant derrière l'excuse de la fausse piété filiale pour rester silencieux. Maintenant, en y repensant, je sais que ce qui a sauvé ma famille, ce n'est pas d'avoir gagné une dispute ou d'avoir décidé qui avait raison. Ce qui a sauvé ma famille, c'est le moment où j'ai osé choisir qui je devais protéger. Le moment où j'ai compris qu'aimer ma mère ne signifiait pas laisser ma femme et mon fils être blessés. L'obéissance n'est pas toujours une vertu. Parfois, la patience ne fait que nourrir l'injustice. Être un fils est un devoir, mais être un mari et un père est une responsabilité. Et parfois, protéger sa petite famille est la seule façon pour un homme de devenir vraiment adulte.